Wesh, je m'appelle TM et bravo à toi car tu viens d'atterrir dans Space Studio, une émission produite par Social Fluid, développée par des créatifs et des entrepreneurs dans laquelle on parle culture, business, émancipation artistique et insertion professionnelle. Je pense qu'on va bien se marrer. Let's go. Trop content de vous accueillir sur ce 4e épisode de Space Studio. Malo, Vanti. Enchanté. Enchanté. Coucou. Ça se prononce comme ça. Abso. Ça me fait trop plaisir de t'accueillir. Manon Duré, les retrouvailles, après plus de 4 ans à ne pas s'être vus. Je suis trop content aussi que tu aies accepté l'invitation. En plus, de même. Tu nous dépannes parce qu'on a eu une annulation de dernière minute et tu as accepté de venir. Je vous en prie, y a pas de quoi. C'est vraiment cool. C'est toi la roue de secours alors. Tu vas, on retiendra. Mathias, c'est trop rigolo de te voir sur le plateau. On a passé tellement de temps sur le banc de montage à monter les autres épisodes de cette émission. Je pense que ça va te faire marrer de te voir dans l'émission quand tu la monteras. Et j'ai hâte de voir ce que ça va créer dans ta tête comme dissonance de monter ta propre personne. Ça va être trop bien. Je suis trop content. Moi, je passe devant la caméra, là. J'ai jamais vu ça pour un monteur, mais ça va être trop bien. Maëlle Illustration. Tu t'appelles pas du tout Maëlle Illustration. Appelle-moi Maëlle, Maëlle ça Réa. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es très prise en ce moment. On va pouvoir parler de ton actualité de créa, mais merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Tu es une des premières créas qu'on avait suivies au tout début de Social Fluid. Ça fait vraiment très longtemps. On a eu l'occasion de se voir plein de fois depuis et je suis trop content que ça aboutisse à ce rendez-vous aujourd'hui. C'est clair. Je vous propose tout de suite qu'on passe à la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi ? T'es qui toi, le concept il est assez simple. Je vais vous demander très rapidement, chacun d'entre vous, de vous présenter en nous racontant en gros quel est votre parcours, qu'est-ce que vous faites comme médium artistique, comment vous êtes arrivé là-dedans. Et un petit peu, aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien de créa? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous êtes en cours? Est-ce que vous êtes autodidacte? Est-ce que vous êtes déjà professionnalisé? Voilà, dire un petit topo de vos vies. On peut commencer tout de suite avec... C'est Manon qui commence. Manon. Maëlle reprend là, ouais. Ça me met la pression direct. Bon, du coup, je m'appelle Manon. Donc, je suis maquilleuse, professionnelle maintenant, je pense pouvoir le dire. Je crée du contenu aussi sur les réseaux sociaux, influenceuse. Sous quel nom? Sur Instagram et TikTok. Et puis, quoi d'autre? Comment t'es arrivée là-dedans? C'est vrai. Franchement, au début, c'était pas prévu. Enfin, je me maquillais moi et je cherchais un projet d'avenir. C'était compliqué. Et un jour, ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne deviens pas maquilleuse ?» Et c'est devenu un peu logique au final. Et donc j'avais le projet de faire une école parce que je pensais que pour rentrer dans ce métier, il fallait forcément faire une école. Et j'avais le projet de travailler 1 an pour économiser parce que ça coûte quand même cher. Surtout que c'est genre 2-3 ans. Et donc, comme c'est un sacré investissement, fallait que je prenne un prêt, que ma mère paye et que moi, je me dis, je vais essayer de participer, donc je vais travailler. Au final, j'ai démissionné au bout de 3 mois et j'ai abandonné l'idée de faire l'école parce que j'ai vu que je me débrouillais très bien sans. Et je me suis dit, on va voir, on va essayer. Et si j'ai pas besoin de l'école, tant mieux, je fais des économies. et puis voilà. Je suis là maintenant. Stylé. Donc là, full autodidacte. Ouais. T'as appris comment à faire ce que tu fais? En fait, depuis que je suis petite et que je suis sur YouTube, je regardais des youtubeuses beauté. Donc, depuis toujours, je regarde des tutos make-up. Et puis, c'est à force de regarder, j'ai appris en technique, j'ai découvert des maquilleurs et des maquilleuses qui sont professionnels et donc c'est leur métier et qui partagent des petites aides sur les réseaux, sur YouTube ou même Instagram. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, en testant toute seule aussi de mon côté, en me disant, tiens, je vais essayer de faire ça avec telle matière, avec tel produit, avec tel truc, de telle façon. Et voilà. Trop stylé. Et de la patience. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde ton Insta, il y a beaucoup de photos des maquillages que tu t'es fait sur toi. C'était ton propre outil d'entraînement. Ouais.
Ouais, donc t'apprends sur toi-même. Ouais. Ok. C'est-à-dire que je suis tout le temps à ma disposition. Donc, c'est assez pratique. Et puis, c'est quand même un peu rassurant parce que je suis quand même une personne anxieuse. Donc, m'entraîner sur moi, c'est plus rassurant. Il n'y a pas ce jugement ou cette peur de ne pas réussir si tu dois répondre aux attentes de quelqu'un. Et au début, quand j'ai commencé en tant que maquilleuse, c'était compliqué parce que je me souviens, le premier projet que j'ai fait, c'était pour un clip. Et j'étais hyper stressée parce que je me dis, mais si le mec est moche sur son clip, genre, c'est de ma faute. S'il est moche, le clip est foutu. Et puis, t'es foutu, quoi. Du coup, c'était hyper stressant. Mais au final, c'était hyper gratifiant parce qu'à la fin, tout le monde était hyper content. Tout le monde me complimentait. Il me disait que c'était super cool et qu'ils étaient hyper contents d'avoir travaillé avec moi. Et du coup, ça rassure et puis ça te pousse encore plus à vouloir aller de l'avant, quoi. Carrément. Trop bien, trop stylé. Mathias, trop heureux de t'accueillir aussi sur cette émission. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi ? Moi, c'est Mathias Garnero, 20 ans, et je fais tout ce qu'il faut faire et tout ce qui me fait kiffer. Et donc, je peux faire de la photo, du son, de l'image, de la vidéo, tout. Mais moi, ce qui me fait triper le plus, c'est le montage. Donc, j'ai commencé à faire du montage vers 14 ans sur une PlayStation 4. J'ai mon premier truc. Ouais, il y a c'est Share Factory, un truc comme ça de PlayStation, parce que je jouais avec mes potes. On faisait beaucoup de sessions de jeu et je trouve ça trop marrant. J'étais en mode, mais je vais revoir ça, ça a l'air trop drôle. Et j'ai monté sur une Play parce que j'avais pas encore d'ordi. Après, j'ai pris un ordi, sur un vieil ordi Lenovo tout pété que j'ai emprunté à un pote. J'ai fait, mais c'est trop bien. Et donc, j'ai investi, j'ai commencé à me mettre dedans à fond. Aujourd'hui, je monte ce truc qui est Space Studio. Et avec Thiago, quand il vient faire des petites sessions de montage, et c'est trop bien. Moi, je kiffe trop. J'aime trop la photo aussi. Enfin, j'aime trop l'art vidéo en général, donc c'est trop cool. Et tu te formes où ? Moi, je suis à l'ESSEC, qui est dans le 12e, et je suis dans ma 2e année. J'ai redoublé ma prépa, comme un bolos qui se respecte, comme un cancre qu'on est, parce qu'on a fait L, mais on a eu le bac à genre 10,1, mais on l'a. Pas Covidé, hein. Moi je préfère juste le dire, c'est un vrai bac. C'est un vrai bac. Ça te tire à balles réelles. Et petite formation à l'ESSEC où on apprend un peu tous les corps de métier. Et dernière année, je vais me professionnaliser dans le montage. Ok. Et comment tu arrives à te dire, parce que moi je connais une flopée de personnes qui vont au cinéma pour être réalisateur ou réalisatrice, qui évidemment, après 1 ou 2 ans de formation, réalisent qu'il y a plein d'autres métiers dans le cinéma qui sont peut-être même plus enviables qu'être réalisateur ou réalisatrice, au-delà de considération de talent ou de compétences. Je connais très peu de monde qui, à notre âge, se dit « je veux être monteur ». Parce que c'est quand même un métier, qu'on en a déjà parlé plein de fois, de l'ombre, qui implique une forme de solitude de par le processus créatif qu'est le montage. Comment t'as géré le fait de vouloir faire un poste dont peu de monde parle ou qui est assez peu reconnu, même médiatiquement? C'est rare que tu dises « waouh, c'est tel monteur qui a fait tel film », à part pour les gens du métier. Donc comment tu vis ce fait d'aller dans un médium qui est peu médiatisé? Déjà, j'ai pas de problème d'ego. J'ai rien à prouver à qui que ce soit en étant réel ou ce genre de choses. Et c'est juste que... En fait, c'était trop marrant parce que c'est venu très naturellement, parce que ça correspondait parfaitement à mon mode de vie. C'est-à-dire être devant un écran, assis pendant 8 heures, manger de temps en temps et aller aux toilettes. Et je suis genre, oui, je fais ça tout le temps, donc autant en faire mon métier. Et non, je me suis jamais... on avait déjà discuté quand on a fait des sessions de montage. J'aime beaucoup cette place du monteur il est à côté, il voit plein de réals passer, plein de gens passer. Après, sauf si je développe une relation très spéciale avec un réal, et à la fin, ça fait un duo, mais je vais voir beaucoup de gens passer, beaucoup de gens produire des trucs, ils vont me demander de faire telle chose, ils vont me demander de faire autre chose. Et j'aime bien avoir cette distance de me dire que, il n'y a pas ce truc où j'ai la tête dans le film. Évidemment, je l'aurais, mais le réal, lui, il a écrit le truc, il a tourné le truc. Moi, j'arrive à la fin, genre, coucou, je vais monter ton truc. Et il va être en mode, ouais, mais ça marche trop bien, ça c'est trop cool, ça c'est sympa. Moi, je vais faire, frérot, ok, mais c'est nul en fait, ça marche pas. Genre, t'as vu ton truc de tournage. Moi, j'aime bien être cette petite voix derrière qui lui fait, non, fais pas ça. Et après, il y va et soit ça marche pas. Et c'est lui qui récupère ça. Moi, je suis juste je polis. Voilà, je polis le film et il le rend un peu plus beau et lui, il kiffe. Je préfère faire kiffer les gens en mode... moi, quand j'ai fait mon montage de jeux vidéo, c'était pour faire kiffer à mes potes. En mode, on a passé des super moments, c'était trop bien. Et je me suis dit, j'ai envie de faire la même chose pour des gens qui ont envie de créer des films et qui sont en mode, putain, ça c'est mon film. Ils revoient le film, ils se disent, ça c'est mon film, c'est ça que je voulais. Et je suis en mode, yes, vas-y mec, genre c'est exactement ça que je veux, que tu kiffes. Et
Ouais, non, je pense que c'est ça qui me motive à être monteur. Ouais. Stylé. Trop cool. Maëlle? Du coup, j'ai 21 ans, je suis dessinatrice et autrice, mais en même temps, je termine aussi ma dernière année d'études en FCND BD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation non diplômante pour vraiment se spécialiser dans la bande dessinée et rencontrer des éditeurs, surtout sur Paris. Voilà, et proposer des projets avec eux, être accompagnée par des scénaristes, etc. Que je termine dans 1 mois. Et après, du coup, j'ai totalement fini les études et je me lance complètement dans ce milieu. Du coup, j'ai fait 3 ans d'études de DNMAD en illustration et bande dessinée. C'était à Estienne, c'était à Renoir. À Renoir. Attention, il y a 2 écoles. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je n'ai pas fait Estienne, j'ai fait Renoir. Et donc, oui, à l'origine, je voulais être styliste il y a 3 ans. Et en fait, j'étais en art appliqué au lycée. Et je faisais des petites bandes dessinées juste pour moi dans des carnets. Et un professeur m'a dit mais c'est vachement bien tes histoires. Et du coup, finalement, au moment de m'inscrire sur Parcoursup, j'ai tenté qu'une seule école, Renoir. Et j'ai eu les entretiens et après, j'ai eu l'école. Et du coup, j'y suis allée. Et là, du coup, je viens de sortir ma toute première bande dessinée. On va pouvoir en parler en détail. Donc, je suis trop contente. Et à côté de ça, j'ai des projets du coup dans la presse pour le magazine La Déferlante, mais aussi pour Topo, la revue dessinée, bientôt chez La Découverte et Delcourt. Et voilà, je commence mon activité et à pouvoir en vivre pleinement, donc c'est trop bien. C'est génial, je suis trop heureux pour toi. Est-ce que tu peux me dire, je me suis toujours questionnée sur les... Donc, tu es autrice de BD, donc tu dessines et tu racontes l'histoire. C'est ça. Est-ce que le démarrage, c'est l'histoire et donc tu t'es dit, il faut que je sache dessiner les histoires que je veux raconter, ou est-ce que c'est le dessin et tu t'es dit, ah mais tiens, ça peut me permettre de raconter des histoires? C'était quoi la porte d'entrée? Non, ça a commencé par le dessin, parce qu'au tout début, forcément, quand tu tiens des carnets et que tu as 8-9 ans, simplement, ma passion, c'était dessiner des meufs aux gros seins. Voilà, c'était ma passion. T'as pareil. Puis, voilà, check ça. Yes. Et du coup, voilà, après, finalement, en fait, c'est plutôt, quand je suis arrivée à Renoir, on m'a dit, des gens qui savent dessiner, il y en a plein. Par contre, des gens qui ont des choses à dire et qui savent véhiculer des messages et des histoires vraiment sur la durée, il y en a beaucoup moins. Du coup, il va falloir que tu développes cette partie-là au niveau du storyboard, au niveau du scénario, c'est hyper important. Et donc, le texte est venu après. Et voilà, c'est tout. Excellent. Et aujourd'hui, sur ton Insta, on peut souvent retrouver donc, des insomnies, qui sont des genres de petits rendez-vous. J'ai oublié de parler de ça, ouais. Oui, je commence aussi on peut appeler ça un peu une web-série Instagram sur mes problèmes d'ancienne insomniaque, du coup, qui sont réglés maintenant, mais je ne vous spoil pas la fin d'Insomnie. J'ai été démarchée par une éditrice et illustratrice qui s'appelle Lisa Mandel, qui du coup a commencé les éditions exemplaires avec tout un groupe d'auteurs et dessinateurs, dont Terreur Graphique, Lewis Trondheim, toute une grosse équipe avec qui je rêvais grave de travailler. Et elle m'a appelée un jour et elle m'a demandé si je voulais proposer une web-série. Donc c'était il y a quelques mois et j'étais en mode « t'es sûre ?» Tu es sûre de vouloir? Et du coup, je commence et après on va du coup commencer vraiment l'aventure plutôt éditoriale à partir du mois de mai. Ok, voilà. Excellent, c'est incroyable. Moi, tu vis bien l'accélération ou... Alors écoute, à en croire mes cernes et le nombre de fois où je vais bailler dans cette émission, pas trop, mais non, en vrai, je suis trop contente, je vais pas me plaindre, je suis très chanceuse. Merci pour cette présentation concise et claire de vos activités respectives. Je vous propose à ce qu'on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Je veux pas paraître méchant, je me suis pas présenté. Ah mais oui Attends Non mais le monstre. Mais c'est parce qu'il te connaît tellement. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. C'est obligé. J'étais là, je me suis dit, j'arrivais pas à me rappeler si on s'était tchatché quand ça tournait encore ou quand ça tournait pas encore. Oh, Abso, Malo. Mais t'es trop Allez, mignon en plus. Tu dis genre, je veux pas paraître méchant. Non, je me présente là. En fait, s'il vous plaît. Malo, présente-toi mon ami, vas-y. J'avais rien à dire, j'aurais dû fermer ma gueule. Non. Du coup, donc, je m'appelle Malo. Mon nom de scène, c'est Abso, parce que je fais du rap depuis 5 ans, je crois. Et c'est quoi le lien? Parce que tu t'appelles Abso, tu fais du rap? Non, je m'appelle Abso. Pourquoi je dis que je m'appelle Abso? Parce que je fais du rap. Ah d'accord, je pensais que le nom Abso avait un lien avec le rap. Non, Abso...
Et voilà, non, ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai commencé parce que, bon, je pense comme tout le monde, j'adore écouter de la musique. Non. Non, je déteste ça. D'accord. Je déteste. Moi, je mets des hurlements de silence. chèvre. C'est bien, je vais pas me sentir seul. Non, mais du coup, j'écoutais beaucoup de musique, notamment avec mon frère et mon père, je me rappelle, dans la voiture. Et en fait, j'ai aimé le rap parce que c'est le seul truc où je pouvais chanter, parce que je chante faux. Du coup, quand je chantais sur des musiques, c'était faux. Et le rap, comme c'est pas vraiment du chant, plus de la diction, j'y arrivais et j'étais plutôt bon dans aller vite, etc. Du coup, à un moment, je me suis dit, moi qui adore la musique, je pourrais rapper puisque j'ai pas besoin de savoir chanter pour ça. Et du coup, je crois que j'ai commencé comme ça. Même si aujourd'hui, dans pas mal de tes sons, il y a des jolies vocalises. Et des jolies vocalises grâce à l'autotune. Et merci l'autotune. Voilà, parce que quand je l'ai fait en live, c'est un peu faux d'ailleurs. Je suis en train de travailler ça. Et du coup, non, je sais pas, j'ai commencé un peu dans ma chambre. Je regardais aussi vous devez connaître peut-être les leçons de Stromae. Oui, bien sûr. Wow, Ah ouais, ça remonte, vache. mais ça fait Et donc, longtemps. je regardais ça et je me disais, mais je veux tout ce qu'il a, je veux faire comme lui, etc. Et puis voilà, je crois qu'à un Noël, à un moment, mon père m'a offert une sorte de logiciel, etc. Et je me rappelle que je lui avais dit... Ableton. Comment? C'était Ableton? Non, Ok. c'était très nul, un logiciel très nul. Désolé, Ok. désolé J'allais dire, papa. putain, papa, merci. Désolé papa, mais c'était de la merde, quoi. Mais je me rappelle que je lui avais dit, à ce Noël-là, je lui avais Que dit, c'était de la un merde. jour, un jour, je sortirai un album, papa. Et il est là, j'ai sorti un album. Il va falloir en parler. Et voilà. Incroyable. Non, c'est tout. Et du coup, je fais ça dans ma chambre. En autodidacte aussi. En autodidacte. Maintenant, je fais les instrus, j'enregistre mes voix, je mixe. Et voilà. Énervé. J'écris. Et moi, je me souviens, nous, on s'est rencontrés donc, au lycée, effectivement, quand on était dans la même troupe de théâtre. Mhm. Je t'ai connu au départ où tu faisais tes tout premiers sons, enfin, en tout cas, les premières choses que tu Ouais. diffusais. Quand tu vois le parcours que tu as fait aujourd'hui, ça correspond à tes plans, ça s'est aligné avec ce que tu avais en tête, ou tu es surpris de là où t'en es? Je me rappelle que quand j'ai commencé, forcément, quand j'ai fait mes premiers clips, j'ai eu un rapport un peu spécial avec le fait d'être diffusé, d'avoir des vues. J'essayais un peu de regarder si j'avais fait beaucoup de vues, etc. Notamment, le premier clip avait très bien marché, mais parce que c'est le premier, donc il y avait tout l'engouement de tout le monde, mes amis qui disaient « Ah, dingue, il a fait le premier clip, etc. » Et depuis, ça reste, alors que c'était il y a 5 ans, le clip qui a fait le plus de vues. Depuis, tous mes clips font moins de vues, mais en fait, ça me dérange pas parce que je suis bien plus content de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, justement, à cette période, au tout début, je voulais un peu que ça marche, etc., faire beaucoup de vues. Et là, aujourd'hui, je suis très content que ça n'ait pas marché parce que quand je réécoute ce que je faisais il y a 5 ans, je me dis, c'est forcément... tout le monde ressent ça, je pense, quand on regarde ses premiers trucs, mais je me dis que c'était nul, quoi. Qu'il n'y a rien qui va, etc. Du coup, je suis fier de me dire ça, parce que je me dis que du coup, j'ai dû progresser si je me rends compte que c'était nul. Alors que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'écoutais, je voyais pas comment je pouvais améliorer ça. Comment Ah ouais. Ouais. plus parfait, Comment c'est être pas meilleur vrai. comment... Non, mais c'est ça. Impossible. Mais je sais pas, en tout cas, je sais pas si vous avez ça. Moi, je trouve ça Ok, c'est- impossible d'être objectif par rapport à ces trucs. Moi, j'écoutais, j'avais l'impression que c'était bien mixé, que ça sonnait bien et que j'avais pas de cheveux sur la langue. Parce que j'avais des bagues à l'époque. Maintenant, je réécoute. Ah, veux voir non, mais C'est obligé. C'est quoi, vite, attends. la mort de l'objectivité, quoi. T'as Ouais. des bacs, tu te fais non, ça passe. Ouais, non, mais c'est ça. Au calme. C'est ça. Et du coup, maintenant, je réécoute, je me dis, ah ouais, le mix est horrible, je parle comme un bébé, j'ai des cheveux sur la langue, le clip est nul. Ouais, Du mais coup, voilà. faut regarder ça avec bienveillance, Oui, parce que oui. ce qui est fou, c'est que tu étais hyper jeune et que tu t'es lancé, tu l'as fait, quoi. Grave. Donc c'est pas nul. Je trouve Ouais, que grave. c'est dur comme mot. Puis c'est cool de voir l'évolution de son travail. C'est ça, donc c'est jamais à Genre, jeter. tu vois le je trouve. truc, t'es en mode c'est nul, mais en même temps, maintenant, je sais faire ça. Ouais, c'est Trop vrai. cool. J'ai un peu un avis paradoxal par rapport à ça. C'est que maintenant, je rencontre plein de personnes qui rappent aussi, etc. Et qui sont hyper fortes et qui commencent à peine, ils ont jamais rien publié, etc. Et du coup, je sais que quand ils vont publier, ils vont avoir cet engouement que, pareil, j'avais eu quand j'ai fait mon premier clip, mais avec en plus tout le talent qu'ils ont et le fait que ce sera bien fait. Et donc, ça va prendre, je pense, un ampleur de dingue, etc. Et ça va être trop bien. Et du coup, souvent, je me dis, ah, si j'avais été plus patient, peut-être que j'aurais pu garder cet engouement pour aujourd'hui, maintenant que je suis bien rodé. Et en même temps, C'est parce Quand je que discute t'as avec eux- démarré aussi Ouais. à l'époque qu'aujourd'hui t'en Mm. es à Ouais, ce c'est ça. point-là, quoi. quand je discute avec eux, je me dis,
je suis le seul, quand je discute avec eux, qui a cette chance de... Ça fait 6 ans que je fais ça et que j'ai fait mes premiers clips, j'étais en pyjama en seconde, etc. Parce que je suis en pyjama dans mon premier clip. Et... Vraiment que je vois. En pyjama C'est quand la banane. pause de 15 secondes là. Et non, voilà, et je me dis, j'ai eu cette chance, et du coup, j'ai tout de suite su ce qu'il allait me falloir un peu plus si... que si je voulais continuer, il fallait que j'apprenne à mixer mes sons, à faire des instrus, etc. Et comme ça fait 5 ans que je le fais, petit à petit, j'ai commencé à avoir un bagage, quoi. Alors que tous ceux avec qui je discute, ils sont hyper forts, peut-être, ça dépend, il y en a pour le texte, il y en a pour le flow, etc., mais rarement pour mixer plus la prod, plus truc. Donc, je suis content d'avoir commencé, quoi. Énervé. Alors là, je vous propose qu'on passe pour de vrai à la deuxième partie de cette émission qui s'appelle Pire ou meilleur. Attends, parce que tu m'as pas. Pire ou meilleur, le concept est assez simple. J'aimerais que vous me partagiez la pire, la meilleure, la plus drôle, la plus triste anecdote que vous ayez pu vivre dans votre courte mais tumultueuse et passionnante carrière de créa. Ça peut être quelque chose dont vous avez tiré une expérience positive ou négative, un apprentissage, et quelque chose où vous vous dites, putain, j'aurais aimé qu'on me raconte cette histoire, soit pour la vivre, ou tenter de vivre quelque chose de similaire, soit au contraire pour éviter certaines erreurs et certains travers. Je laisse le plaisir à la personne qui veut commencer de s'engager sur la voie. Bah moi, c'est un début pas très fun, mais une fin trop cool. C'est là, pendant les grandes vacances, c'était, je pense, une des pires périodes de ma vie. J'ai vécu beaucoup d'histoires compliquées, de ruptures, de relations, tout ça. Et c'est très vite parti en couille. Et je pense, je ne vais pas me diagnostiquer, mais j'avais vraiment des phases de dépression très vénères. Du moins, c'est comment je le ressentais. Et c'était horrible. C'était, je pense, vraiment la pire période. Et en septembre, il y a eu une annonce de tournage de Thiago pour Social Feed. Je vais pas Oui. chialer. Où il tournait un clip promotionnel et un clip corporate, mais ça c'était c'était un autre jour. Et il disait juste, bah venez, on a besoin de figurants. J'étais genre, ouais, vas-y, ça va me faire sortir. J'étais encore dans tout ce truc, genre vraiment, j'avais l'impression d'avoir un nuage autour de la tête et ça faisait juste du bruit. Et j'arrive dans ce tournage et je vois tout plein d'artistes. Et il y a ce début de truc de soirée, genre, salut, Ouais. tu fais quoi? Genre Et- nous tout à l'heure. et quoi. oui, c'est ça, ouais. Et petit à petit, tu te rends compte qu'il n'y a que des artistes. Tu fais, ah, toi, tu fais de la photo. Ah, tu prends quoi comme objectif? Ah, toi, tu fais du montage. Ah, trop bien. Ah, t'as envie d'apprendre le montage. Attends, je te conseille cette vidéo. Et il y a un truc où, petit à petit, la journée, c'est devenu un squat d'artistes. Parce que ce qui était marrant, c'était qu'au début, tout le monde était en train d'apprendre à se connaître. Et petit à petit, tout le monde est parti dans un coin de la salle de tournage. Le tournage a été annulé. On a juste joué aux cartes. Non, mais... Et Thiago voilà. était en train de faire son tournage, lui, de son côté, avec les autres. Enfin, tu faisais ton truc avec... Parce qu'en gros, pour remettre du contexte, on était presque 25, donc 25 jeunes artistes, et en fait, on faisait effectivement un clip promotionnel, mais on n'avait pas besoin de tout le monde en permanence, donc en fait, on faisait tourner les figurants, et il y avait du coup une genre de sas d'attente où vous pouviez du coup chiller le temps qu'on vous appelle pour tourner, et c'est là que s'est créé un peu cette Ouais. zone dont tu parles. Il y avait comme... En fait, on en parle aux gens qui étaient... Il y a même Mathieu, celui qui prend le making-of à côté, qui était là. Et il y avait, quand on en reparle aujourd'hui, il y avait un truc de bulle. Il y avait comme quelque chose de hors du temps. C'était trop bizarre. En plus, il n'y avait même pas de fenêtre, je crois, de mémoire. Non, on était Du- dans un vieil entrepôt industriel. Mais qui était aménagé quand même. qui C'était était- pas un mais- squat chelou. Non, genre, ça s'appelle Studio S Lumière d'ailleurs. Si vous cherchez un studio où tourner ou shooter, c'est un lieu qui est vraiment magnifique. On avait accueilli Alexandre Ducarel qui était venu shooter du coup tous les invités du tournage. Des photos. Ouais, machallah. Et ouais, c'est vrai que c'était un moment assez lourd. Ouais. Ah, c'était super spécial. Et quand j'ai reparlé à tous ces gens, mais il y a eu une sorte de... Ça a galvanisé, mais d'une force. Genre, ils sont en mode, ouais, tel projet, telle chose, tel truc. Genre, j'étais en mode, mais pourquoi je me prends la tête sur des trucs nuls de ma vie privée qui ont aucun impact sur ma vie artistique, alors que c'est vraiment ça que j'ai envie de développer? Alors qu'il y a tous ces gens qui sont dans cette même mentalité. Et c'était trop bien. Et après, ça a embrayé. Et je crois quelques temps après, ça avait commencé un petit peu à parler de Space Studio et de commencer à le monter et tout. Et genre là, je fais que enchaîner. Genre, pareil, Messerne et moi, on est devenus meilleurs amis. Voilà. Et, C'est un style. mais du coup, ça fait que franchement, c'est une fatigue qui fait trop du bien parce que t'es pas fatigué de ce que tu vis, t'es fatigué de ce que tu fais. Et c'est trop bien. Et franchement, moi, Putain, je vais la garder cette phrase. Je te la vole pour. je t'en prie, tu peux alors. la garder. Mais que
pour moi, si je devais me donner une conclusion à ça, franchement, c'est juste se bouger le cul et se donner les moyens. Je sais que c'est super compliqué quand il y a des gens qui sont vraiment, ça peut être une maladie. C'est une maladie, la dépression, ce genre de choses, dans des états très durs. Il faut juste être boosté et aller vers quelque chose qui peut nous permettre d'aller plus loin. Et c'était trop bien. Cette Et là, en journée m'a l'occurrence, vraiment l'entourage et le contexte et les gens qui sont... Il y a une phrase qui dit « on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Et c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup parce que depuis que j'ai démarré Social Fluid et Space Studio, je suis entouré que de gens comme vous, à savoir des gens trop puissants, que ce soit artistiquement, créativement. C'est vrai quand même. Boisson, café qui n'est pas du tout. Et depuis, du coup, moi, je me sens, à défaut d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur, en fait, à force de fréquenter des gens qui se bougent le cul, justement, qui créent, qui font des trucs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur ce tournage de septembre. Et Ludivine, qu'on a accueilli dans l'épisode 1, et Roxane, dans l'épisode pilote, qui était aussi sur ce tournage, on partageait en fait le même sentiment. Et aussi, il y avait Hugo, qu'on a accueilli sur l'épisode 2 ou 1 ou 3, on l'a accueilli. Et c'est vrai, il est passé. Et c'est vrai que le cadre et l'entourage et les gens qu'on fréquente, et même, on parlait tout à l'heure du fait que tu m'envoyais parfois tes sons, etc., que je te faisais des retours, je pense que le fait qu'il y ait toujours du monde autour de toi qui est prêt à prendre en considération ce que tu crées, à te dire des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, au moins juste le fait d'être considéré, rien que ça, par le regard de quelqu'un que tu estimes un minimum, ça te permet de t'extraire en fait de situations dans lesquelles tu peux être enfermé, quoi. L'entourage, vraiment juste avoir des gens et de la créa. Quelqu'un d'autre? Bon, bah, ok. J'ai compris. Le pire, j'ai pas trouvé. Mais je pense que même... Enfin, le pire, genre, je suis contente d'avoir pu le vivre, même si là, j'ai pas d'exemple, parce que du coup, maintenant, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas dans ce métier. Donc, je sais que j'aime pas les tournages. Enfin, pas que j'aime pas, mais je m'ennuie rapidement. Mais T'aimes pas être maquilleuse, je précise, sur les tournages. oui, là, je me fais pas chier, ça va. Je passe comme un malaise. Je passe un bon moment, ne vous en faites pas. Mais oui, maquiller sur les tournages, c'est quand même assez long, surtout que un shooting, ça peut durer genre 1 heure ou une demi-journée, alors qu'un tournage, c'est en général une journée, voire 2, voire plusieurs semaines. Et c'est quelque chose d'assez long. Et moi, j'aime bien les choses où je fais mon truc et après, tu as le résultat assez rapidement. Et après, je passe à autre chose et voilà. Mais du coup, je suis quand même contente des pires parce que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et le meilleur, en fait, avant d'aller sur un projet, donc souvent un shooting, je peux avoir un peu de stress. Et puis, une fois arrivée et que je commence à maquiller, au final, déjà, j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai littéralement jamais l'impression de travailler tellement ce que je fais me plaît. Et que je passe juste un super bon moment et je maquille, donc je fais ce que j'aime. Et quand je maquille, des fois, je suis en train de réfléchir, je me dis putain, c'est trop cool ce que je fais, j'adore ma vie, c'est génial. Et du coup, ouais, c'est trop cool. Et puis là, il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting, c'était pour une étudiante des Gobelins. Et très décevante, l'école des Gobelins. Moi, je la croyais plus dramatique. Hein. Ouais, très simple. On dirait une piscine municipale. Ouais, je pensais que c'était un espèce de grand manoir. Ouais, moi, je m'attendais à un Poudlard. Nul à chier. Rien. Qu'on y embarque, en fait. Et on traverse la Seine, t'as les Gobelins. Il n'y avait même pas de dragon. C'est nul. Bref. Et du coup, on avait fait un shooting. Et en fait, le shooting, c'était vraiment l'univers vers lequel je voulais aller. Donc, c'était un maquillage relativement simple. Genre, c'était un smoky, une bouche rouge. Mais... Un smoky? Ouais, c'est des... Trop fait un effort. T'abuses. Je me maquille pas devant ma table. Du fard, ça peut être avec n'importe quelle couleur, mais là, dans l'occurrence, c'était avec un fard noir et c'était estompé, genre des yeux un peu charbonneux, tu vois. Ok. Et c'était un rendu très mode, très élégant, très édito et... c'était trop beau. Je voyais le truc et j'ai trop hâte d'avoir les photos. Et j'ai vu les photos, je me suis en mode, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux. Et du coup, voilà, je suis contente. Ouais. C'est cool de voir autant de passion dans un site TikTok. Oui, je prends. Malo? Moi, ça va un peu faire lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui est venu enregistrer chez moi. Et c'est typiquement un peu cet ami dont je parlais. C'est-à-dire qu'il en fait, il diffuse pas encore
il en fait depuis pas hyper longtemps, je crois. Mais il est venu, on voulait faire un truc ensemble et j'ai déjà repéré, on fait souvent des petits mini-concerts ou des freestyles ensemble. Auquel etc. on n'est pas invité. Et il est... Super. Bon. Et à chaque fois, je le trouve trop fort. Et là, il est venu chez moi, on a commencé à enregistrer. Puis après, bon, comme on kiffe ça tous les deux, on a mis juste des instrus en boucle et on a rappé. Et genre, c'était ouf parce que plus je l'entendais rapper, chaque texte, je me disais, il est trop fort, genre vraiment. Et moi, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, justement, parce que genre moi, je faisais ça quand même depuis longtemps. C'était moi qui avais le micro, c'était lui qui était chez moi, etc., qui avait sorti des clips et un vinyle. Et genre, lui, il arrive, et je trouvais que tout ce qu'il faisait, c'était incroyable. Genre, il avait des bons placements, etc., pour ceux qui connaissent les termes du rap, quoi. Et il avait des placements de Moi, je ouf. place hyper mal. Et, Hyper lourd. et genre... et enfin bon, bref, et des super punch. Et à chaque fois qu'il disait une punch, je me disais putain, j'aurais voulu la faire. Pardon, mon micro. J'aurais voulu la faire, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais lui dire à la fin de ce texte, je vais lui dire, mais c'est rageant, t'es trop fort, etc. Et il finit son texte. Et là, il me coupe avant que je puisse lui parler. Il me fait, mec, c'est ouf. À chaque fois que je t'entends rapper, c'est lui qui me dit ça. Il me dit, à chaque fois que je t'entends rapper, chaque punch, je me dis, t'es trop fort, elles sont incroyables, tes punchs et tout. Du coup, bon, déjà, je t'ai saucé parce que je me... Et... Du coup, je l'ai pas saucé. Hein non, du coup, j'ai fait, ouais, je suis réalisé que d'accord, j'étais d'ailleurs. meilleure. Et il est parti. Non, mais ouais, du coup, c'était plus, déjà, grande fierté quand il m'a dit ça. Et puis, ouais, c'était plus... Du coup, ça m'a un peu fait une leçon, genre souvent... bon, c'est des milieux parfois assez compétitifs, genre les sessions freestyle, etc. Et puis souvent, je me compare, genre, je vois des personnes trop fortes, mais qui n'ont jamais rien publié, et je me dis, mais qui je suis? Genre, j'ai l'impression d'être illégitime, etc. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, moi? Alors qu'il y a ces personnes beaucoup trop fortes qui sont dans l'ombre, etc. Et puis, en fait, quand j'ai discuté avec lui, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Enfin, genre, moi, j'ai mon style, j'ai mes trucs qui vont peut-être parler à telle personne et telle personne, et puis j'essaye de faire du mieux que je peux dans ce que je fais. Et il n'y a pas besoin que ce soit parfait et que ce soit le meilleur pour que tout le monde kiffe, etc. Et non, voilà, c'est un peu cette leçon que j'ai tirée de... C'est ouf que tu dis ça parce que il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting chez Obscura Studio, dans le studio de Roxane qui était là pour l'épisode pilote. Et on a fait un shooting chez eux, et c'est une amie de l'ESSEC, qui est dans l'école où je suis, qui fait le concours Picto, qui est un concours de mode que tu fais. Et c'est la première fois que moi je shootais en studio. Et hier, on a fait l'editing, on a fait la sélection de toutes les photos. Et on a fait, genre, je pense, 1500 photos. Elle doit en garder 20. On en a gardé 430. Parce que C'est déjà un bon tri. Hein. c'est déjà pas mal. Mais il y a un truc où, moi, ça fait, genre, je pense, 4 ans que je fais de la photo. J'avais un vieil appareil, un D80 Nikon, qui marche plutôt bien, mais qui, dès qu'il n'y a plus de lumière, il est plus là. Donc, j'ai économisé, je me suis pris un appareil de bâtard. Et on a fait ces photos, on regardait les photos, on fait, mais c'est nous qui avons fait ça? On a vraiment fait ça? Et il y a vraiment ce truc de... Dépassé par les propres trucs que tu... Il y avait ce truc de... Tu te dis, mais putain, peut-être t'as pas les mots de voir comment t'es hyper content de ce taf, mais qu'il y a aussi ce truc de te dire qu'il y a d'autres gens qui font ce taf de fou, et que... Moi, à un moment, j'ai bugué, je fais, mais imagine, les gens, ils se rendent pas compte que c'est ouf. T'imagines, toi, t'avais pas ce regard avec ton pote où tu te dis, putain, il est trop fort, ses placements, ses machins. Toi, t'aurais juste fait, ouais, il parle bien. Genre, et t'as deux gens, ils vont peut-être voir la photo, ils vont faire, ouais, elle est stylée. Tu sais, ils se rendent pas compte peut-être de ça. Et toi, t'es derrière, t'es comme ça, t'es en mode, ouais, la photo, elle est folle. Et... Mais c'est parce que je pense que t'as aussi en tête, toi, les enjeux que ça représente de produire un résultat comme ça. De la même manière que si toi, tu peux apprécier les placements du gars, la qualité des punchs ou son flow, c'est parce que tu sais ce que ça représente comme taf que de sortir ce qu'il a fait. Et souvent, et ça, c'est un sentiment que je pense qui se partage dans tous les métiers, c'est que tu ne peux jamais être plus reconnu que par tes pairs qui produisent la même nature de travail que toi, parce que justement, ils ont conscience des parties prenantes, des enjeux, des contraintes de ton travail. Genre moi, le taf de Manon, je le trouve ultra stylé. Je n'ai jamais maquillé personne de ma vie. J'imagine bien que d'autres maquilleuses trouvent ton taf stylé, mais comprennent bien mieux pourquoi il est stylé que moi, parce que tout simplement, ils ont les notions techniques et la grammaire de son médium artistique.
Smokey. Exactement. Je comprends. Maëlle, des petites histoires. Moi, j'ai trop envie que tu me racontes là, comment s'est passé le... Enfin, je suis sûr que tu as plein d'histoires à raconter par rapport au développement de ta BD ou de tes projets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu, que tu as envie de nous partager particulièrement? En vrai, là, quand ça m'a fait penser, justement, j'allais parler de reconnaissance, de syndrome de l'imposteur et de légitimité, parce que vraiment... Ça, c'est des problèmes que personne n'a, Maëlle. Je pense que personne ne l'a et moi, vraiment, j'en souffre. Non, en vrai, c'est... petite anecdote, mais qui date d'il y a quelques semaines. C'est que, du coup, j'ai travaillé sur cette BD il y a 2 ans. En fait, elle est quand même archi vieille. Maintenant, quand je la vois, je suis en mode, putain, mais elle sort maintenant, alors que maintenant, je dessine plus du tout comme ça. Et du coup, j'en suis très fière. Mais sur le coup, en fait, j'ai énormément attendu qu'elle sorte et je pensais qu'une fois qu'elle serait sortie, j'en tirerais une satisfaction de ouf. Et en fait, j'étais en mode ah ouais mais non, je veux plus en fait parce que ce truc c'est plus moi en fait, mais j'ai eu du mal pendant un temps. Et du coup, le moment que j'avais tant attendu était devenu d'un coup une source d'angoisse limite. Et ma famille comprenait pas trop parce que tout le monde était trop content sauf moi. Et moi, je voyais que des défauts sur le projet, etc. Et du coup, il y a eu le tout premier lancement. C'était pas celui d'hier où tu es venu très en avance, mais non, c'était celui du coup il y a quelques semaines où c'est du coup un lancement libraire et avec la presse. Et du coup, il y avait en fait, ils avaient loué une galerie d'art et il y avait une 50aine de libraires et de journalistes, plus l'éditeur de chez Actes Sud, l'éditrice, mon éditrice à moi. Enfin bref, que du gratin, voilà. Et moi, j'étais tellement stressée que je n'ai pas dormi de la nuit, regardé ma série Insomnie. Et du coup... Les problèmes ne sont pas si réglés que ça. Merde. Et du coup, en fait, j'étais tellement dans les vapes et tellement stressée par le fait que tout le monde allait réaliser que mon projet était nul parce qu'on allait distribuer à tout le monde ma BD à ce moment-là et j'allais devoir parler devant tout le monde, que je me suis trompée d'adresse et je suis partie à l'autre bout de Paris, c'est-à-dire dans le 17e, en gros, c'était au fin fond du 11, dans une galerie et je suis partie à l'opposé. Et donc, j'ai eu 45 minutes de retard. Parce que du coup, mon éditrice m'a dit que je n'étais pas au bon endroit. J'arrive en courant, je cours en métro, j'arrive, mais vraiment pleine de sueur, pire moment pour un lancement. On me fout sur une chaise, on me fout un micro, on me fout des spots. Parle. Et parle, genre vraiment. Ce qui s'est passé ce matin d'ailleurs. Et ce qui s'est passé ce matin, sauf que là, je suis très à l'aise, même si, bon, sauf pour les photos. Et je déteste ça, en plus, parler en public juste avec des gens qui m'écoutent, juste comme ce qui est en train de se passer. Et Non, mais on donc, t'écoute pas. là, en fait, je me retrouve devant tout le monde et vraiment, il faut voir la tête des libraires, ils sont comme ça. Genre en mode putain. Et il y a un mec juste avant moi qui sort sa BD sur les élections présidentielles avec du coup que des illustrateurs ultra réputés et qui parle, mais tu sais, vraiment... Le mec, il est à l'aise, quoi. Il est vraiment, moi, je me sens nulle à côté de lui. Et vient mon tour. Et donc, je suis pleine de sueur. Et en fait, elle me pose des questions super précises sur mon engagement, sur comment je vois finalement l'approche du quotidien dans la bande dessinée, c'est des trucs hyper précis. Et dans ma tête, il y a juste une voix de moi qui fait « T'es nulle, ta BD, elle est nulle. Et tout ce que tu fais, c'est nul. » Et genre vraiment, juste ça fait ça. Et je ne me rappelle plus de ce que j'ai répondu. Genre, je me suis dépersonnalisée, tu vois. Et j'entends juste l'éditrice dire on discutera de manière plus informelle avec les libraires et tous les invités ensuite, etc. Et là, je me dis... Mais merde, en fait, réveille-toi. Genre, c'est le moment le plus important parce que là, tu vas défendre en fait ton projet et t'es en train de tout gâcher. T'es la seule personne qui n'y croit pas alors que tous les autres étaient super contents que ça sorte. Et en fait, j'ai entendu du coup l'éditrice dire je suis fière de ce projet et elle a écrit ça quand elle avait 19 ans et là je me suis dit putain mais ouais en fait c'est pas grave, vois-le avec un peu plus de bienveillance parce que si t'y crois pas personne n'y croira du tout en fait, au moins aide-toi un minimum. Et du coup je me suis vraiment mis une claque, j'ai pris un pain au chocolat qui était pour les invités et là je suis allée parler, je me suis dit tu vas aller parler à tous les libraires et les journalistes de cette salle, mais vraiment genre vraiment. Et du coup le marathon là. Vraiment. Et en fait c'est trop bien parce que j'ai eu des retours hyper agréables, même des gens qui m'ont dit ton discours était super et tout. Alors que moi je sais pas ce que j'ai répondu, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. Et j'ai même eu un échange hyper cool avec une journaliste de l'Obs magazine
copine, donc j'étais trop heureuse parce que j'étais hyper impressionnée, qui m'a dit j'ai hâte pour tes prochains projets, je vais te suivre et tout, qui a eu des retours trop gentils après sur les réseaux pour ma BD. Et c'est là que je me suis dit, en fait, au-delà justement de la validation des pairs et de tous ceux qu'on estime, si déjà tu te donnes pas ta propre validation, tes projets démarrent très mal, en fait. C'est pour ça que bravo si tu as pu te lancer, même si c'était pas parfait, maintenant tu trouves, c'est le plus gros du travail, quoi, d'oser se d'accord défendre. avec toi sur la bienveillance. J'ai toujours essayé de rester bienveillant par rapport à ce que j'avais fait. Enfin là, par exemple, comment je vous ai vendu mon premier clip, je l'ai un peu descendu, mais au fond, Ouais, moi... Ça vous a donné envie de le on voir. a envie de le voir, quand même. Oui, mais je sais pas si c'est la bonne envie, mais bon, Si, t'inquiète. genre... c'est pas pour se moquer, non. Jamais de la vie. Franchement. En pyjama, grave. C'est une Ouais. approche artistique. Et du coup, je me suis... Je sais pas où je vais, là, en fait, je sais plus. Donc tu Super. t'es Non, mais juste, auto-validé. t'as plus Oui, de c'est ça. bienveillance sur tes Ouais, projets je maintenant, me dis, quand même. ah, au moins je l'ai fait, et puis... et j'essaye de jamais trop les supprimer de mon YouTube. C'est ça. De me dire, faut assumer, j'étais jeune, j'ai fait ça, etc. Je peux pas montrer toujours que ce que je viens de faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai fait ça avant, etc. Et, Ça me rassure d'entendre des trucs comme ça. en fait, j'essaye d'être gentil avec le mois d'avant, quoi, parce que je me dis, le mois d'avant, c'était peut-être pas top, mais Et puis lui, il aimait ce qu'il osait, faisait. et j'aurais aimé que les gens avec lui soient gentils. Alors, je peux pas demander au moi d'aujourd'hui d'avoir la vie négative qu'auraient eu d'autres personnes à ce moment-là. Ça aurait été trop marrant Mais de c'est voir ça. un vieux Malo parler à un petit Malo. T'as Ouais, vu ce que grave. tu fais? C'est Ouais, non, mais nul! grave. C'est Grave. nul! Si C'était quelqu'un- ma voix pendant que j'étais assise là en train de transpirer bah, tu comme ça. Excellent. Bah, je vous propose qu'on passe à la troisième partie Non. de cette émission. D'accord. Yeah, Qui super. s'appelle C'est moi qui sais. C'est moi qui sais, j'ai une question qui me tient à cœur parce que moi je me considère pas artiste, mais je considère créer des trucs. Et les questions que je vous pose, c'est en fait des questions que moi je me pose en tant que créa. Là, la question que j'aimerais vous poser, elle se porte sur l'enjeu du matériel. Ça peut paraître un peu prosaïque, un peu trivial, mais les outils, les espaces de travail, le matos, les logiciels de mixage, les logiciels de montage, des carnets, des crayons. Oh, je ne fais pas que ça, écoute, s'il te plaît. Des carnets, des crayons. On dirait que tu gribouilles. Tu fais ça. Et encore plus Manon avec, Sans Tes dépasser. pinceaux, là, c'est bon. et Manon avec tout le matos de maquillage que ça doit nécessiter pour pouvoir faire son travail. J'aimerais qu'on parle rapidement de comment vous avez appréhendé cette partie de votre processus créatif. Déjà, de quoi vous avez besoin comme matos pour bosser. Quel est ce rapport à ce matos? Est-ce que c'est un rapport presque religieux, entre gros guillemets, au sens où c'est votre appareil photo, c'est votre seul matos et c'est grâce à ça que vous pouvez faire votre art? Où est-ce que vous avez trouvé la thune? Où est-ce que vous avez trouvé les moyens? Comment vous avez fait le choix des références des produits que vous avez achetés? Voilà, réfléchir un peu sur ce sujet. Est-ce que... J'ai compris. Ah, j'avoue, c'est pour toi, quoi. Mais c'est le violet, là, ça attire. Ça va, exactement. Je comprends. Non, mais ouais. Voilà. Bah, disons que c'est un investissement assez conséquent. Ta voix, elle a fait. On sent le poids de l'argent. là. Tu vois le découvert, là? Il y a le poids des dépenses et des peu de rentrées d'argent. On connaît bien. Parce que du coup, bien que je sois maquilleuse, les rentrées d'argent se font peu régulièrement. Ça serait bien qu'on en parle de ça, n'empêche. On va en parler. Mais du coup, en fait, genre, au final, c'est une accumulation de produits au fur et à mesure du temps. Je vais pas dire des années parce qu'au bout d'un moment, un produit se périme, donc il faut le jeter. Sauf si Merci t'es un de ne rat. pas maquiller avec des Ouais, sauf si tu veux tuer la Et personne. c'est ça, que tu fais. c'est le maquillage empoisonné. Let's go. Ça peut être ta marque de fabrique aussi. Ouais, après, Votre dernier maquillage. Ouais, c'est ça. je pense que ce sera aussi mon dernier maquillage. Mais ouais, du coup, c'est un investissement. Et puis, du coup, il y a plein de choses à renouveler. Il y a des choses... en tant que maquilleuse professionnelle, il y a beaucoup de matériel que je vais utiliser une fois. Donc, les goupillons pour appliquer le mascara ou sur les sourcils. Malo, il connaît pas. Ouais. des Attends, coupillons. le truc là, la brosse, s'appelle un coupillon. Je savais même pas. J'ai appris un truc de fou. Eh bien voilà, ça s'appelle un goupillon. Et donc, Je vais me la péter. je dois utiliser des goupillons jetables parce que je ne peux pas utiliser la brosse à même le produit de mascara parce que si je l'utilise sur quelqu'un, après je l'utilise sur quelqu'un d'autre,
Imaginons que quelqu'un ait une infection, bah, je vais la refiler à quelqu'un d'autre et mais vu ainsi que de c'est suite. sur un autre tournage, par exemple, il le sait pas. Non, mais moi, je le sais. La conscience, la morale. Ah non, parlons-en pas de ça. Parce que... Mais comment t'as su ça? Enfin, moi, je fais pas de maquillage. Mais en fait, c'était un truc qui me stressait beaucoup avant de me lancer parce que je savais très bien qu'il y avait des trucs à faire et à pas faire et que tu faisais sur toi, que c'était sur toi, genre c'était produit, donc c'est pas grave. Mais une fois que tu touches la peau de quelqu'un et tout ce qui est microbes et tout. Mais t'es responsable de l'hygiène, de ce que tu fais. Et j'ai pas envie que demain on m'appelle, on me dit ouais, notre modèle elle a eu une infection à cause de toi, on peut plus jamais retravailler avec toi et on va le dire à tout le monde. Oui, Ouais, exactement, et elle s'appelle Mandy. Et du coup, en fait, c'était très stressant pour moi au début parce que je me demandais, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, faut que j'achète encore, mais j'ai pas d'argent. Et du coup, c'est des investissements. Et donc, il faut acheter des goupillons, il faut acheter les cotons, les houpettes. Donc, les houpettes pour appliquer, par exemple, les produits poudre ou même C'est juste... pas des beauty blenders, là Il y a le beauty blender, mais ça, je ne ne l'utilise pas parce que du coup, il faudrait sale, que... faut que j'en utilise un par personne, pareil. Ouais. Et voilà. Comme tu commences à faire du contenu d'influenceuse trop stylée, est-ce que tu as des marques qui viennent vers toi ou est-ce que tu cherches à aller vers des marques pour mettre en avant des produits, parler de ton expérience avec tel ou tel... Déjà, moi, je vais pas vers les marques parce que, en fait, je sais pas, pour l'instant, ça me semble bizarre de venir en mode bonjour, vous pouvez m'envoyer des produits, me payer et je vous fais un contenu en échange éventuellement, si ça vous va. Pour de la pub. Voilà, ça me paraît un peu bizarre, donc je sais pas si je le ferai. Enfin, pas maintenant. Pourquoi bizarre? Parce que tu te crois pas légitime ou... Mais non, mais je sais pas, c'est bizarre. Bonjour, est-ce que tu peux me donner des produits et tu me payes? En vrai, ça se fait. Ouais, mais je sais pas, dans la démarche, je trouve ça bizarre. Je comprends, mais en même temps, moi, maintenant, là, je me vois pas le faire, tu vois. Tu peux arrêter de forcer, s'il te plaît. C'est gratos, en fait. Elle a pas compris, je crois. Mais oui, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois des produits, du coup, c'est assez cool. Déjà, ça m'évite d'en acheter. et puis, c'est gratifiant de te dire que une marque, puis parfois des marques que j'aime bien et chez qui j'achète déjà des produits, me disent salut, on aime bien ce que tu fais. C'est clair, c'est super gratifiant. Je te donne ça gratuitement, tu fais ce que tu veux avec. Et c'est encore plus plaisant quand elle te dit je te donne ça et en plus je te paye pour que tu fasses un contenu. Du coup, c'est très très cool. Parce que ça fait de l'argent. L'argent, c'est chouette. La petite rentrée, justement. Ça fait plaisir de dire que tu travailles pas juste pour rien, au final. Mais enfin, pour rien, c'est vite dit. Mais d'avoir un retour quand même financier. Et du coup, j'ai travaillé avec une marque, mais de vêtements. Donc, aucun rapport avec le maquillage. Maquiller le vêtement? Ouais, voilà. Je lui ai fait un petit contouring. Donc, contouring, c'est pour marquer le creux des joues éventuellement. C'est ça. Les contrastes. Il y a un quiz à la fin, les gars. Oh putain. C'est un peu pour contraster ou pour accentuer les marques de ton visage. Si tu veux faire, t'as les joues plus creusées ou une mâchoire. Énervé. Voilà. Et du coup, pourquoi j'en étais là à parler de contouring? Oui, contouring de vêtements. Et donc, en fait, j'ai travaillé avec Pimki. Il y a une agence qui m'a dit écoute, on aime bien ton contenu sur TikTok, le fait que tu mélanges vêtements et maquillage. Parce qu'en fait, quand je me maquille, à la fin, je monte ma tenue. Du coup, voilà. Et maintenant, je fais des TikTok où je monte mes tenues, voilà. Et donc, j'ai travaillé avec eux, ils m'ont envoyé des vêtements et je leur faisais un TikTok. Et après, il me faisait un virement. Voilà. Carré. Du coup, c'était très cool. Et toi, Mathias, est-ce que Adobe te fait des virements pour utiliser Premiere Pro? Non, mais justement, c'est le parallèle, c'est que toi, t'as limite ton abonnement de matos à prendre à chaque fois. Moi, le seul abonnement que j'ai, c'est par rapport à Adobe pour avoir mon logiciel de montage pour monter. Mais sinon, tout le reste, vu que je fais pas mal j'adore, je suis un gros geek, donc j'aime trop le matos. Donc j'ai appareil photo, j'ai des micros, j'ai une carte son. Il y a un truc, grosse dépense une fois. Ouais. Toi, il y a ce truc de tout le temps, il faut... Ouais, de récurrence, parce que toi, c'était sur du consommable versus toi qui es sur du logiciel d'exploitation, où effectivement, tu as un achat unique ou un abonnement dans le cas d'Adobe. Et justement, toi, tu l'as dit, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de matos sur plein de domaines et de médiums différents. Comment tu as accumulé ça? Et au départ, tu as démarré avec quoi pour en arriver à ça aujourd'hui? Le vol.
Alors, oui et non, parce que c'est mon père, je ne sais pour quelle raison il est informaticien. Il s'est fait des kiffs, il a pris des caméscopes, il a pris un appareil photo avec un pack et tout, le D80, et j'étais en mode, j'aime bien la photo, ça a l'air marrant, je vais le prendre des photos en soirée avec mes potes, en automatique, ce qu'aujourd'hui je ne ferai jamais. Et je suis rentré en école de ciné et pendant toute ma première prépa, il y a un travail autour de la photo et j'ai travaillé ma photo autour de ça. Puis j'étais nul, enfin j'étais pas investi pour ma première prépa. Et à bout de ma deuxième prépa, j'ai commencé à travailler mon œil et à prendre des photos. Faut juste que je dise un truc. À partir de maintenant, plus personne n'a le droit de dire nul. Sur le Starac. Ok, Ah oui, merci. ok. Non. Je n'étais pas conscient de l'importance que je pouvais avoir sur le travail et sur l'art que je pouvais créer. Et donc, c'est vraiment juste, je prenais du matos à droite à gauche, essentiellement à mon père. Donc, je dois beaucoup trop de choses à mon père, c'est terrible. Et avec ce matos, je travaille aujourd'hui et justement, j'essaie de produire des trucs à côté. J'ai déjà fait des photos pour des gens, mais en 2 spi, j'ai pas encore été rémunéré. Là où j'ai vraiment commencé à être rémunéré, c'est par rapport à Space Studio, au montage justement. Et au début, le montage, le logiciel, il arrivait par magie dans mon ordinateur. Et après, donc, je faisais des montages comme ça. Et après, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, il faut que je officialise le fait que j'ai la licence Adobe, parce qu'à l'ESSEC, on a eu un intervenant, je sais plus son nom, il a fait la bande-son d'un court-métrage qui a été sélectionné pour le festival de Venise. Il nous a dit, bon les gars, je sais que vous êtes des très bons magiciens, vous faites apparaître des logiciels par magie sur vos ordi, mais un jour quand vous allez travailler, il va falloir acheter ces logiciels parce que la boîte de prod du film peut avoir des problèmes si c'est... Si tu l'as sorti de ton chapeau, c'est ça. À savoir Si c'est- craquer illégalement. Voilà, si c'est monté illégalement, bah... Comment non, il disait vraiment par magie. Oui, Ah, j'ai eu peur. Non, c'est une blague. Je vais dans mon ordi, je fais... Et puis voilà, il y a l'ordi. il y Putain, a trop le fort, logiciel. délire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, justement, grâce à Space Studio, j'ai vraiment investi dans mon matos. Donc j'ai pris appareil photo et essentiellement du stockage. Je pense que le monteur, c'est... Combien de téra ton disque dur? Moi, sur mon... Ça, c'est Alors, la question, ça. je te jure, alors sur mon ordi, j'ai 2 Tera. Wow. Je me suis pris un c'est énorme, disque déjà. dur 2 Tera. Je me suis pris un scan disque 2 Tera. Genre, j'ai 6 Tera là actuellement. Dites-vous, T'as une, 6 téra. une émission Space Studio, c'est 1 Tera. Ouais. Ah bon? Mais Ouais. non. On a 5 émissions en stock, chacun chez nous. En Ouais. plus, on a des copies, des backups. On a tous les deux, bientôt, 5 Tera. Mais Juste c'est de Space incroyable. Putain, c'est lourd Studio. De alors toutes vos parce conneries, que... hein. Ça fait beaucoup Ouais, de conneries ouais, quand même. C'est lourd. Ouais, c'est... En même temps, on est des personnes. Ouais, Bah clairement, oui, quoi. vous êtes C'est pour ça. Ah ouais. Tu prends combien de téra, toi? Deux faciles. Ah ouais, tu remplis le truc. Mais Garde ça en punchline. Ah, mon oncle gênant, il est de retour. Ah ouais. Pardon. Putain, ils savent pas du coup qu'il y a Ah eu oui. un avant. Ah oui, parce que C'était très drôle, en tout ton cas. oncle gênant te recommande des punchlines. Non, c'est parce que c'est moi l'oncle gênant. ah, Il faut savoir Non, mais il y a- que quand on s'est présenté, j'ai vraiment parlé de lui en tant que rappeur, comme si c'était une vieille tantine, genre tu nous fais un petit rap. Ouais, elle a dit à la c'est fin. parfait. de la musique urbaine. Et vraiment, c'est genre moi j'adore le rap, vraiment. Necfeu, Necfeu. Mais Souvent on même dit pas. ça parce que... On en parlera, j'ai des très bonnes références, c'est bon, ça On va suffit, voir. arrêtez. Je vais tester ça. Ok. ouais, vraiment, en ce moment, si je devais choisir mon matos, c'est en fonction du prix. Concrètement, j'ai pas encore ce luxe. J'ai fait ma petite folie avec un SSD qui débite et débite des gigas. Mais sinon, le reste, le SSD est tout petit comme ça, 300 balles. Ah oui. Ok. Ouais. Ça va. C'est vraiment, je regarde le prix, je regarde ce qui est équivalent parce que si je prends un disque dur à 20 balles, mais qui franchement tu transmets genre 10 gigas, ce qui est moyen, si je veux faire un titre comparatif, si tu prends un bon film que tu télécharges sur internet de manière magicien, c'est genre 2 gigaoctets. Dans un film de 1h30, c'est 2 gigaoctets, un bon film 1080p. Et donc 10 gigas qui est un peu pour moi la référence de si ça va vite ou pas. Le truc qui met genre 30 minutes à faire 10 gigas, il y a un problème. Il y a quelque chose qui marche en pas. gros, pour la petite analogie technique sur un disque dur, il y a évidemment sa capacité de stockage, mais il y a aussi le débit à laquelle il peut transmettre de la donnée. Et c'est vraiment comme de la tuyauterie de flotte, en fait. Ouais. C'est que plus tu as un disque dur puissant sur le débit, plus tu es capable de transmettre de la donnée rapidement. Et là où ça devient utile, c'est au-delà du gain de temps, c'est que quand on fait du montage et que tu vas utiliser par exemple les fichiers proxy et que tu vas aller directement chercher les fichiers de ton banc de montage
dans ton disque dur, tu as besoin que les allers-retours de tes fichiers entre ton disque dur et ton banc de montage soient rapides Bah ouais. et pas que ça lag avec, comme on Vous a pu avez la, on a jour. pu la voir. On a monté Les capsules. les capsules, les vidéos de formation sur l'application. Oh là là. Les 10 épisodes ils sont cool, mais il y a un épisode qui était envers et contre tous, surtout nous deux, qui avait pas envie. Mais ça, j'ai encore aucune explication. C'est t'appuyer sur lecture pour juste regarder si ça marchait bien. Elle parlait, mais tu la voyais pas. Ou inversement, elle parlait, mais tu la voyais pas. Des Enfin, petites tu jokes l'entendais comme pas. ça. C'est terrible. Et toi, Maëlle, est-ce que tu as des investissements Autre lourds que des crayons Et et des des petits carnets. non mais- Alors, j'achète exclusivement du coup des petits carnets à 2 € avec des petits crayons chez Cultura. Non, en vrai, j'ai eu une évolution dans mon matos parce que, en fait, avant du coup mon tout premier contrat, je travaillais. Enfin, cette BD a été faite sur un carton de boîte à chaussures avec une tablette volée à mon école que je ne rendrai jamais. Désolée si regarde cette émission. Une tablette, vous savez, les Wacom Beaucoup de tout vols pourris. ici. C'est ça. Une Wacom toute pourrie. Et en fait, tu ne vois pas ce que tu Bien dessines. sûr, C'est-à-dire que c'est juste tu déporté regardes. sur Voilà, l'écran. c'est ça. Ouais. C'est hyper perturbant. C'est ça. horrible. Et du coup, j'ai dû apprendre à faire ça parce que j'avais pas l'argent pour avoir une autre tablette. Puis après, je me suis dit, mais c'est hyper chiant parce que je perds un temps fou et qu'en plus, j'avais même pas de bureau parce que je vivais dans un 9 mètres carrés à Paris. C'est grand, Voilà, c'est sympa. ouais, 9 mètres carrés, c'est pas mal. Wow. Du coup, j'avais ma petite boîte à chaussures et ma vieille tablette et mon ordi qui tremblait sur la boîte à chaussures comme ça. Donc voilà, Et tu oses c'est pour ça que sortir c'est pour ça que c'est pas terrible, l'achetez pas. C'est pour ça que ton trait il Non, tremble en fait. ouais, c'est ça, mais un trait sensible un peu. La boîte à chaussures, les gars. Après, Putain, mon éditrice, elle va me. Enfin, bref. super vendeur. Et- franchement, fait sur une boîte à Non, mais en vrai, C'était quelle marque voilà, après, donc voilà, la boîte à chaussures, on était sur un truc pas mal, genre Besson chaussures, tu vois, une petite marque moyenne. Non, je rigole. Ça va. Non, en vrai, et après, du coup, finalement, ce qui est trop cool, c'est que j'ai la chance d'avoir quand même eu une école où on avait des super locaux avec des gros Mac bien puissants, des scanners, enfin, trop bien et tout. Et du coup, en fait, la plupart des tafs que je faisais quand je numérisais vraiment mon tracé, je le faisais à l'école. Donc, c'est pour ça que ça va, ça tremblote, mais c'était volontaire. Et c'était plus le travail à la maison où c'était du matos pourri. Et donc, après, j'ai eu mes premiers contrats qui m'ont permis de changer mon matos vu que je travaille principalement au numérique. Et du coup, j'ai pu avoir toute la suite Adobe de manière légale. J'ai T'es pu, pas magicienne, voilà, toi. c'est bien. Non, avant, oui, mais voilà. Et puis, en vrai, en toute honnêteté, j'avais juste la flemme de recraquer. Voilà, bon, bref. Mais du coup, j'ai pu m'acheter un iPad Pro avec l'Apple Pen, là. J'ai pu... Et depuis, t'es devenu pro. Avant, Voilà, tu l'étais pas. avant, j'étais pas Mais pro du l'achat. Donc ça, j'ai pu du coup investir là-dedans et du coup travailler de manière... En fait, c'est fou parce que on réalise que des fois, on n'ose pas trop investir, etc. Mais c'est vraiment pas... ça change tout, même dans ta qualité de travail, l'énergie que tu passes dedans, le rendu, enfin, c'est génial. Et à côté de ça, j'ai investi donc dans un autre appartement qui, on dirait que j'ai gagné au loto, quoi. J'ai investi dans un nouvel appartement avec une grande pièce pour... Non. J'ai un bureau, et c'est déjà pas mal, même si ce n'est encore pas très grand chez moi. Mais... T'as un lit quand même J'ai un bureau, j'ai un bureau, et ça, c'est ouf. Et donc, en fait, je peux maintenant... Enfin, là, je suis sur un prochain projet qui est, du coup, pas au numérique, c'est à l'encre de Chine. Enfin, c'est vraiment ancré à la main, quoi. C'est ancré à la main, je ne suis pas... Je suis plus dans le numérique. Et du coup, pareil, c'est un investissement parce que c'est des stylos qui coûtent cher. Maintenant, je préfère investir là-dedans et me priver, par exemple, en vêtements ou faire un peu moins de resto ou d'Uber Eats, tu vois. Et au final, c'est beaucoup plus confortable. C'est du confort. Donc voilà. Et toi, Malo, ça a mâché Domac pour acheter des micros, c'est comment? Pour les micros. Non, mais quand t'as parlé de c'est magie, ce que je voulais dire. Non, de grosses dépenses tout à l'heure. Non, justement, magie. Enfin bon, bref, j'y reviendrai. Quand t'as parlé de grosses dépenses tout à l'heure, tu disais que c'est vrai que c'est un avantage de. On a une grosse dépense. Et puis ensuite, bon, bah, c'est bon, quoi. ouais. Bon, une fois que j'ai acheté mon micro, bon, bah, j'ai Ouais, mon ouais. micro pour pas mal de temps. Mais le truc aussi, c'est que du coup, ça m'a beaucoup bloqué souvent. Parce que avant de franchir le step de la grosse dépense, bah, du coup, il y a ce step d'un moment, je suis un petit rappeur qui, comme ça, j'écris de temps en temps dans ma douche, etc. Et puis, Alors là, le carnet à Ouais, c'est vraiment- j'écris dans ma douche, c'est un fait.
Enfin, je ne fais pas l'action d'écrire un dessin. Putain, le voilà, téléphone quoi. waterproof, la révolution. tu vois. Chacun sa manière de voir le T'imagines processus créatif. Et la douche, c'est très inspirant. Hein. Et Putain, par contre, la facture d'eau chaude. oui, bah voilà. Bah ouais, mais Au écoute, deuxième couplet. c'est là. Excuse-moi, on ne dit pas non à l'inspiration, quoi. Non, mais du coup, ouais, j'ai eu grave mis du temps un peu à passer le step d'avoir le bon matos. Et du coup, j'avais un peu ce côté quand j'étais jeune. Par exemple, je regardais Stromae et tout, et je regardais ses leçons et je me disais, ouais, mais en même temps, moi, je peux pas faire ce qu'il fait parce que j'ai pas d'ordi et puis j'ai pas de clavier. Donc bon, bah, je peux pas. Tu vois, et genre, je me suis dit ça, je pense, Je restais là. pendant bien 2 ans. Là, vraiment, c'était ça. Ouais, mais pendant longtemps, tu vois. Enfin, pendant longtemps, je regardais, je salivais devant ces vidéos et je me disais, je pourrais jamais faire et tout. Et puis un jour, j'ai écouté Orelsan. Et là, c'était une révélation. Un petit rappeur. Orelsan, Orelsan, oui, ouais. c'est un mec de camp. Ouais. Voilà. Non, mais en gros, c'est ça. C'est ma fille qui m'en a parlé. Je reviens. Grave. Et non, il dit souvent, bah, c'est dans Note pour trop tard, il dit dire que t'as pas de matos, c'est un truc de victime. Je suis En pas une gros, victime, moi. Oui. Et je sais pas si vous avez vu son documentaire, Ouais. d'ailleurs. Putain, Et ouais, on voit en que c'est une des nuit, c'était débrouillards. trop cool, quoi. j'ai dévoré. C'est des débrouillards, ils ont rien et ils font avec rien. Donc après, moi, j'avais aussi moins ce mood de faire avec rien, aussi parce que j'étais tout seul dans ma chambre. Genre, je pense que si j'avais été en équipe, ça aurait pu être grave, on aurait pu être grave créatif, se dire « Oh, et là, on va faire ci, on va faire ça ». Quand t'es tout seul, je suis moins d'un coup à me dire « Oh, et là, je vais aller dans un zoo ». Et puis, et tout, genre, je me dis « Non, Et non, je vais surtout, rester dans ma chambre ». tu suggères l'enjeu du collectif, il y a aussi le fait de pouvoir diviser les dépenses. C'est qu'en C'est fait, quand vrai. tu es en groupe, même sur des collectifs de créa, même illustratrice, tu peux mutualiser ton scanner ou ton matos d'illustration. C'est ça. Et ça, c'est aussi un gros enjeu quand tu es solitaire. Et en l'occurrence, c'est le propre du montage, on en parlait tout à l'heure. C'est que je connais aucun monteur, aucun collectif de monteurs qui s'amuse à mutualiser. J'aimerais trop que ça existe. Collectif de monteurs. Les monteurs anonymes. Les démontés. Oh non, c'est horrible comme nom. Chez les démontés. c'est que des tarés. Ça fait 8 heures que j'y suis. Bah, merci beaucoup pour votre partage d'expérience sur le rapport au matériel. On passe tout de suite à la prochaine partie de cette émission qui s'appelle « Qui c'est qui a raison ?» Qui c'est qui a raison? Oui, c'est Malo. Je vais vous poser une passer à la question que Manon a suggérée tout à l'heure et j'ai bien aimé, c'était cool, ça montre que c'est un sujet peut-être qui peut être intéressant. À savoir, tu as dit, je préfère travailler sur des shootings que sur des films parce que c'est des projets à cycle court sur lesquels je peux rapidement voir le résultat, en substance. Ouais. Et du coup, la question que moi je voulais vous poser, c'est quel est votre rapport à la longueur des projets? C'est-à-dire que faire un son versus faire un album, faire une vidéo de 1 minute versus faire un film de 2 heures, faire un strip versus sortir une BD. Faire une application ou une émission versus ne rien faire. Comment on passe du step où tu te dis, OK, j'ai un petit projet, à waouh, en fait, c'est 1 mois, 6 mois, 2 ans de travail. C'est quoi ce rapport à la longueur? Tu l'as aussi suggéré sur la déception de voir le résultat parce que ça sort que 2 ans plus tard. Nous, on a développé l'application. Entre le moment où on a fini de la développer et le moment où elle était sur l'App Store, il y avait 2 mois. Et en 2 mois, on avait déjà fait des updates et j'étais là en mode, ah, j'aime pas ce qu'on a sorti. L'émission, on n'a pas encore commencé de la diffuser, que déjà, je suis déprimé par le rendu alors que... Bon, merci, je te permets pas. On va y aller. Alors, il paraît que Super bonne journée. on m'a dit que c'était pas mal, mais déjà, j'ai déjà ce syndrome de... c'est pas nul, mais j'ai un peu de T'as pas le droit de distance. le dire, hein, Mais parce j'ai que un peu de sinon, ça distance. engage. Donc voilà, j'aimerais que C'est vous le me montage. partagiez un peu, c'est quoi ce rapport au temps en fait sur la longueur des projets? Mais moi, je crois qu'un album, c'est un peu de la triche. Enfin, mes albums, en tout cas, parce qu'il y en a, il y a des rappeurs. J'étais au concert de Laylo hier. Et bah, je pense que lui, typiquement, c'est un peu ça. Bah, tu prends C'est combien genre- de douches par semaine? Comment Tu prends combien de douches par semaine? Beaucoup, hein, à peu près. 3. C'est beaucoup, ça. Non, mais genre, j'étais au concert de Laylo hier, et Laylo, je pense que c'est typiquement des albums bien construits. Genre, il se dit, je vais faire un album qui va raconter telle histoire, il va y avoir ça, 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 etc. Et moi, mes albums, pour l'instant, c'est un peu plus des fourre-tout. Genre, je fais beaucoup de musique, etc. Et après, Et tu puis, vois comment tu ouais, peux organiser le Une bordel. fois, je me dis, putain, j'ai quand même 15 musiques que j'ai pas sorties. Ça me ferait pas un album, ça? Et puis je me dis, ah, il y a quand même tel thème qui est un peu récurrent. Je pourrais peut-être ajouter celle-ci, demander à lui de venir faire un feat parce que Après, c'est si je puis cool. me permettre, t'as un peu triché parce qu'il y a une tracklist qui s'appelle Dans ma tête. Et c'est quand même une jolie manière de faire un fourre-tout.
parce qu'en vrai, ça fonctionne plutôt bien, parce que t'as Oui. des sons très éclectiques à Malin. l'intérieur. Mais en fait, c'est Mais tout ce qui malin, se passe ouais. dans sa Tous tête. un peu. Absolu tricheur. Non mais grave, non mais c'est un peu ça en vrai. C'est là, par exemple, je sais pas s'il faut que je dise ça, mais d'amour et d'alcool. Genre, je me suis pas dit, ok, je vais faire un truc qui va s'appeler d'amour et d'alcool et qui va représenter moi ma vie d'étudiant. Qui est donc je sais ton pas trop dernier quoi. projet que t'as sorti. Oui, voilà. Et qui est le plus grand projet que j'ai fait. Il y a 14 chansons. Et c'est pas, je me suis dit, allez hop, je vais faire un album de 14 chansons. Juste à un moment, je me suis dit, bon, bah, j'ai 14 chansons, quoi. Et du coup, je lui dis, soit je les sors une par une en clip, etc. Ou alors, bon, bah, j'en fais une sorte de projet. J'essaie de trouver s'il y a une cohérence. Bon, il y a évidemment quand même, c'est pas fourre-tout. Il y a des sons que j'ai un peu sortis. Il y en a que j'ai écrit exprès pour ça, etc. Tu réfléchis un peu, quoi. quand même. Oui, il y a un tout petit peu. Mais la quand même. même. C'est pas trop dur. Voilà, et là, C'est un peu chiant, si. Ouais, c'est chiant de réfléchir. C'est marrant parce que toi, on dirait que c'était long, mais tu l'as pas anticipé cette longueur. T'étais en Ouais. mode, putain, ça fait des semaines, Ouais. des mois, des C'est une années que création tu spontanée, cumules. en fait. Ouais. C'est quand C'est t'as plein envie de de petites, produire. Mais Création. pourtant, t'as d'autres gens. Enfin, petit kiff. c'est marrant parce que c'est comme si, moi, de mon côté, je filmais plein de trucs et que d'un coup, je fais oh, j'ai genre 15 heures de rush. Et si je faisais un film Non, mais voilà, mais Tu vois, c'est- j'ai pas anticipé le fait que j'allais filmer pendant 15 heures et que j'allais devoir faire tout ça. C'est marrant Ouais, ouais. parce que. Ça fera un vlog. Ouais, c'est Voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu de la triche par rapport à quelqu'un qui veut faire un film. Bah, c'est exactement ce que tu disais. Quelqu'un qui veut faire un film, elle peut pas juste faire des petits moments de kiff, des petites douches, et puis un jour, tu dis que ça te fait un album, quoi, tu vois. Et toi, Maëlle, quand t'as démarré comme une grande, versus les insomnies qui sont des formats plus courts, comment t'appréhendes du coup l'écriture d'un projet si long et d'autres qui sont si courts? En fait, quand j'ai commencé à écrire comme une grande, justement, c'est un très mauvais exemple parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, une bande dessinée, c'est avec le storyboard, l'écriture en moyenne d'une BD de 120 pages, ça prend au moins 1 an et demi, 2 ans. Et cette BD, c'était un projet de base de fin d'études que l'éditrice a récupéré. Et je l'ai écrit en 3 mois, sans trop dormir, mais je l'ai écrit en 3 mois. Tout entier, c'est-à-dire du 3 storyboard mois jusqu'aux couleurs, les planches et tout. C'est une référence. Et du coup, je dormais genre 2 heures par nuit. Enfin, c'était, Des siestes. je voulais la finir parce qu'on n'était pas obligé de la terminer pour le diplôme, mais je voulais la finir. Et du coup, je l'ai terminée. Et en fait, là, ça a mis du temps à sortir cette BD parce que c'était pour une nouvelle collection, en fait, parce que Actes Sud a racheté Payot Rivage. Et du coup, le temps que la collection sorte, moi, mon projet devait attendre. Mais en fait, il était terminé déjà depuis un temps. Par contre, maintenant, j'appréhende le temps de travail de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu as par exemple les projets presse que je fais du coup pour des revues, des magazines, où en fait, tu as une commande, il te dit « Ok, je veux 2 pages », le mec, il te demande 2 semaines avant, et en gros, c'est des projets où tu vas gagner de l'argent vite et essayer de le produire le plus vite possible pour que ça soit rentable et que ça... Enfin, voilà, c'est le mieux, en fait, de choisir la presse. D'ailleurs, un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la BD et dans l'illustration, essayez beaucoup aussi de rentrer dans des magazines et des revues parce qu'en fait, tu produis vite et tu gagnes vite. Du coup, au moins, ça te permet d'avoir de l'argent pour produire des projets qui sont plus longs, comme du coup des projets comme la prochaine BD sur laquelle je suis en train de travailler, où on est parti sur un projet je pense que elle va sortir dans 2 ans, quoi. Donc c'est des trucs où vraiment, il y a des moments, tu as des périodes de pause, t'écris, tu rencontres tes personnages pendant plus de 2 mois et demi. Il faut que tu sois capable de te raconter totalement l'histoire dans ta tête. Limite, tu fermes les yeux et tu la connais par cœur, quoi. Tu sais comment le personnage va réagir. Et là, tu te lances. Du coup, c'est des projets que tu peux pas... Enfin, je referai plus une BD en 3 mois. Parce que c'est essentiel que ça soit sur la durée. Donc, ouais, le temps, en fait, ça dépend des commandes, ça dépend du projet, hein, en gros. Voilà. Et Insomnie, du coup, la web-série que je fais, c'est encore différent parce que là, c'est un entre-deux entre la BD et la presse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le choix, mais en même temps, j'ai envie de le faire, mais... En fait, l'éditrice qui est derrière ce projet m'a dit que ce qui serait bien, c'est que je poste du coup une BD par exemple le mardi, enfin un strip le mardi et un strip du coup le vendredi sur mon Instagram. Et donc en fait, je dois trouver des idées rapidement pour les produire rapidement et les poster rapidement, mais sur un temps très long.
Donc en fait, il faut que j'ai C'est vraiment un réfléchi. marathon. C'est ça, en fait, il faut que j'ai réfléchi au fait que même si je poste régulièrement et dans un temps très court, à la fin, ça va faire un projet qui est sur la durée et qui se lit comme une BD. Et qui donc doit avoir une structure globale, exactement. une cohérence. Donc il faut que je m'en structure tout en postant vite, tout en dessinant en moins de 2 jours. Et du coup, c'est genre le projet. J'adore ce projet, mais je pense pas que je referai ce format-là. C'est trop fatigant. Voilà. Excellent. Manon, définitivement, donc que des projets à cycle court. Par rapport à tes séances de maquillage que tu fais, est-ce que tu as un travail de pré-production, à savoir est-ce que tu te projettes dans ce que tu vas devoir faire et préparer le matos pour exécuter ce que tu vas faire, ou est-ce qu'au contraire, en fait, le temps de création se passe vraiment au moment où tu es avec le modèle en train de la maquiller ou de le maquiller? Moi, toujours en tant que personne anxieuse, j'ai besoin de me préparer. Enchantée. Donc, voilà, enchantée, je suis anxieuse. Je m'appelle Manon, accessoirement. Mais ouais, j'ai besoin de me préparer. Donc, en fait, quand il y a un projet, déjà, je demande toujours le mood, donc le mood board et tout. Donc, ça va être au niveau de la coiffure, le maquillage, les vêtements, les poses, les couleurs, etc., etc. Et je demande aussi toujours une photo du modèle ou de la modèle ou de l'ensemble des modèles. Comme ça, moi, par derrière, en fait, je vais redessiner le modèle vite fait. Parce que déjà, ça me permet de dessiner comme j'aime bien dessiner, donc je suis contente. Mais après, je vais pouvoir commencer justement à faire des croquis, des maquillages que je pense pouvoir coller sur le mood, sur le portrait direct du modèle. Donc c'est plus simple pour moi. Et comme ça, après, je sais, en maquillant et en regardant le make-up, je vais être pour ça, je vais utiliser tel produit, avec tel pinceau, avec de telle façon et de tel truc, comme ci, comme ça. Donc au final, j'arrive, j'ai juste à faire mon truc. J'ai déjà mon mode. Bien planifié. Voilà, déjà j'ai mon validé. mode d'emploi, j'ai mon face chart. Ça s'appelle un face chart. Ok. Et du coup, voilà. J'arrive et j'ai juste à faire mon truc et c'est réglé. Mais t'as pas des petits moments de création aussi, une fois que t'es là devant la personne et d'un coup ça va t'inspirer, ça va te... Si, mais en fait la dernière fois, je suis venue, j'avais un shooting avec une modèle et son chat. Et T'as maquillé le chat. Non, stagiaire par ici. Non. Et en fait, la photographe, elle m'a dit, tu fais un truc ou pas, là, cet après-midi, j'ai un autre shooting, est-ce que tu peux rester pour maquiller? Donc, ce qui n'était pas du tout prévu, donc j'ai pas pu prévoir de maquillage ou quoi que ce soit. Et au final, j'ai fait un make-up là sur le moment et j'étais en mode, au final, je me débrouille tout aussi bien comme ça. Et c'est limite un peu plus, ça me laisse... un peu plus libre, cours à la créativité. Du coup, c'était cool aussi. Mais je pense que j'aurais toujours du mal, tant que je suis prévenue à l'avance, de ne pas planifier le truc. Voilà. Excellent. Et aussi, je voulais parler de spontanéité parce que souvent, quand j'écris, généralement, je fais un peu des trucs courts parce que, je sais pas vous, mais j'ai hyper peur de perdre l'inspiration. Genre, par exemple, ça m'arrive aussi de faire des poèmes. Ouais, je fais pas que du rap, ok. Les poèmes, il y a quelqu'un derrière. Poétrie, donc c'est logique. Exactement. Attends, les poètes, c'est aux toilettes et les chansons, c'est à la table. c'est pas faux, en plus. Et non, mais... et genre, moi, je fais... et j'ai un coloc aussi qui fait des poèmes, et lui, il fait plus des poèmes longs, etc., travaillés. Toi, tu fais des haïkus. Et moi, je fais des haïkus. Non, mais exactement. Je fais genre, c'est 2 phrases ou 3 lignes, parce que... c'est rapide. Moi, c'est C'est une citation. Ouais. C'est ça, Ça dépend. on a fini, Le pipi, c'est fini. Non, mais du coup, juste parce que j'ai trop peur de pas savoir quoi dire sur un truc long. Là, je me dis, ces 2 petites phrases, j'aime bien, elles véhiculent un peu un sentiment que je ressens ou quoi que ce soit. Et je me dis, par contre, je serais incapable d'étirer ce sentiment et ça deviendrait peut-être très vite très niais, etc. Et c'est un peu pareil sur les chansons, genre souvent, quand j'ai fait une instru dont je suis content, ça me stresse énormément de devoir écrire le texte parce que j'ai peur de pas du tout savoir quoi dire. Et du coup, généralement, j'essaye de faire des couplets hyper courts. Genre, dès que j'ai fait peut-être 10 petites phrases, je me dis, en vrai, ça peut faire un couplet. Si je mets un refrain un peu long, etc., ça peut le faire. Alors que ce que j'adore aussi dans le rap, c'est souvent, il y a des rappeurs, généralement, qui font des chansons genre de 6 minutes, un peu à la fin, introspectif. Et j'adore ces genres de chansons. Peut-être que ça viendra avec le temps, en fait, Ouais, parce que si tu te sens de plus en plus légitime de parler, et Moi, au niveau de ton travail, question là, de temps. Ouais, je pense que c'est plutôt le temps, Ouais. la maturité aussi, petit à petit.
Enfin, moi, Puis le jour où t'as une diarrhée au moins. Voilà, c'est ça. T'auras le temps d'écrire. là. C'est ça. C'est peut-être tout est dans l'alimentation. L'hygiène de vie, c'est la base. Hein. Ok, parfait. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est un peu bête de me dire ça à chaque fois parce que, bon, enfin voilà, j'ai fait un truc de 14 sons, donc c'est que j'ai quand même des trucs à raconter. Bah oui. Mais pourtant, à chaque fois que je commence un truc, et enfin, je sais pas, par exemple, quand Tu commences t'as. à m'énerver, quand Malo. Je me fais engueuler en fait ici. Allez. Non, mais je sais pas, enfin, par exemple, quand tu. Là, toi, tu te lances dans une BD de 2 ans, t'es pas du tout stressé de te dire, putain, à un moment, je saurais plus quoi dire. Ah si, ou je saurais plus- totalement, t'as vu ma gueule. Non, mais c'est... En fait, c'est justement même pour revenir au projet Insomnie, ce qui est trop bien... Enfin, je vais citer Riyad Satouf, si vous connaissez, du coup, qui a écrit Un rap du futur. Il a dit, et il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais moi, je trouve que c'est vrai, c'est... Pour moi, les gens qui souffrent de pages blanches, je les crois pas. Parce que moi, tous les matins, je m'assois, je me pose devant mon carnet et je me ils se pousse forcent à écrire. en fait. Et à partir de là, juste le fait de te forcer à produire, c'est déjà bon. Parce que de toute façon, le talent, tu l'as, les idées, tu l'as. Donc ça, c'est OK. C'est la méthode ensuite. C'est après juste une question de méthode de travail. Et c'est pour ça que, par exemple, Insomnie... C'est un super exercice. C'est un Aussi, super même si exercice, ça peut être une source de frustration ou de souffrance, C'est ça. ça te débloque en fait En fait, des c'est que automatismes parfois, de c'est pas création. parfait, parfois, c'est pas forcément comme t'imaginais, mais t'es obligé de produire, en fait. Parce que au-delà d'une passion, c'est aussi une activité qui te permet de vivre. Donc, de toute façon, tu te dois d'avoir une certaine régularité, une certaine rigueur, en fait, je dirais. Et du coup, des fois, par exemple, dans Insomnie, je n'ai absolument pas d'idée, vraiment. Je suis en mode, putain, mais... J'ai très bien dormi cette nuit. J'ai très bien dormi, du coup, comment ça va se mais passer? comme un bébé. Mais c'est juste, ou alors j'ai pas envie de produire, je me dis non, mais là, ça suffira. Enfin, genre, ça suffira. Ouais. Et en fait, tu te forces un peu, parce qu'au-delà d'une passion, c'est que ça reste quand même un travail aussi. Et du coup, je dirais que si pendant les 2 ans, je vais bloquer, c'est pas grave, j'arriverai quand même à créer, parce que à partir du moment où tu considères que c'est pas parfait, mais tu le mets quand même, et que ça te fait de la matière, c'est déjà pas mal. Genre, voilà. C'est Génial. Je vous propose Bien qu'on dit. passe à la 5e partie de cette émission qui s'appelle Compliqué à faire. Compliqué à faire, c'est assez simple, c'est un genre de mini-workshop et je vais inviter ceux et celles qui veulent autour de cette table à nous décrypter, nous expliquer très rapidement le processus créatif d'un truc qu'ils font dans leur vie artistique. Par exemple, une question que j'ai toujours rêvé de te poser, c'est Mais dis-la moi. quand t'as des one-page en illustration et que t'as des punchlines juste à mourir de rire, vraiment. Regarde le micro. De toi, je pisse de rire. Trop mignon. D'où sur la phrase, comment tu l'associes à ton dessin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Malo, tu as des placements, tu as des phrases. Parfois, souvent, je t'écris quand tu m'envoies un son et je te dis, mec, cette punch, elle est folle. Et tu me dis, oui, je savais que ça allait te parler quand je l'ai faite. Ou Je sais qu'elle est folle. comment. Ça dépend Pareil, des savants. donc, tu nous l'as un peu raconté avec cette histoire de process, mais en gros, comment se passe le démarrage, l'étincelle du machin? Mathias, tu pourrais nous parler de comment tu montes cette émission. Et Manon, tu pourrais revenir, mais tu nous l'as déjà pas mal évoqué, sur justement l'organisation de ton matos et le déroulé, en fait, effectivement, d'une séance de maquillage. Qui a envie de parler de ce qu'il fait? Moi, j'ai envie de vous proposer un petit voyage. Ça. Oh là là. Ah, c'est bravo. chouette. On va voyager dans mon banc de montage. Donc là, maintenant... Ah, super, génial. C'est une grosse, mais quand même, je l'entretiens. Là, maintenant, tout de suite, on est sur mon banc de montage. Pas là, maintenant. C'est le truc de monteur, c'est que là, l'émission, elle va être vue de mon point de vue, de comment moi, je vois le montage. C'est-à-dire, elle va être en toute petite, dans une salle de diffusion, et on va voir en dessous toutes les fenêtres. Moi, je monte sur Adobe Premiere. Et Adobe Premiere, Adobe, de manière générale, je vois ça comme une maison. C'est une maison, tu rentres dedans, et il y a plein de pièces. Et chaque pièce a sa configuration. Et dans les pièces, il y a des bureaux. Par exemple, il y a, pour moi, la pièce où tu mets tes séquences. Séquences, c'est là où je monte, et donc c'est là où je vais sur mon petit bureau. C'est là où il y a tout... Là, je mets toutes les images, je mets tous les sons, donc c'est juste en bas. Et ça fonctionne par couche. Si je vais mettre mes images, et tu auras une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne. Et là, par exemple, pour Space Studio, ce que je fais, c'est que vu qu'il y a 1, 2, 3, 4 caméras, et je mets sur 4 lignes. Et ce que je fais, c'est juste que là où je veux qu'on voit ce qu'on voit, je prends juste la petite partie et je supprime tout ce qu'il y a autour. Donc ça fait que
dans l'idée, c'est une seule ligne où ça s'enchaîne direct, sauf que là, dans le banc de montage, on voit 4 lignes, avec d'un coup, tu as la ligne numéro 2, ligne 1, 3, Qui 4, se relaient qui successivement. se relaient, et ça s'enchaîne. Et il y a plein de fenêtres, plein d'endroits, mais uniquement pour Space Studio, bah, ce qu'on utilise, c'est uniquement ça, rythmer, faire un montage assez dynamique. Traitement du son, mais ça, c'est pas mon taf. Moi, je suis monteur image. Et je fais un petit peu d'étalonnage, qui est une autre maison, qui est aussi un très long travail fastidieux. Mais... On peut se parler. J'aimerais bien raconter l'anecdote parce que je l'ai raconté, je sais plus, à l'occasion d'un café récemment. L'autre soir, j'étais seul chez moi, il était 21h, j'avais fini mon alternance, j'avais fini mon taf, j'avais pas prévu de travailler ce soir-là. Je me cale, je me fais ma bouffe, j'allume Disney+, j'ai pris l'abonnement pour un mois pour mater tout ce que j'ai envie de mater sur Disney+, et là j'étais sur la fin de la série Bad Batch, Clone Wars, Star Wars, petit dessin animé très sympa. Je m'installe, le brocoli il est chaud, j'allume la télé, et Le là... brocoli. Oh, il m'a gâché mon délire. Et là, Le Ça brocoli. donne il envie est à personne maintenant. avec la petite vinaigrettes, la petite citronnette, c'est trop bon. Quoi? Bref, peu importe. Et là, je vois notification WhatsApp, Mathias. Je regarde et il vient de m'envoyer un screen de l'étalo sur laquelle il est en train de bosser. Il est 21h30 et le mec, du coup, finit sa journée de taf à l'école ou sur ses projets perso et se met à bosser sur Space Studio à 21h30. Là où moi, je m'étais dit, ok, chill, je vais me calmer. Et là, il m'envoie le visuel et évidemment, s'il me l'envoie, c'est qu'il attend un retour. Du coup, je regarde, je commence à lui écrire et je suis de nature à décrocher assez vite mon téléphone et je dis à Mathias, viens, on s'appelle 5 minutes et je te fais mes retours. Il est 21h, je raccroche, il est 22h30. Et ce genre de moment où pendant 1h30, on a fait 17 allers-retours, Slack, je te monte l'étalonnage, baisse la saturation, monte la vibrance, revois le cadrage, on a passé 1h30 ultra intense à charbonner, à un moment qui n'était absolument pas prévu. Bah, tes brocolis, ils étaient froids. Non, il mange en même temps. De base. Ah ouais, Ouais, ok. c'est vrai, je mange en même temps. Tu Ah connais. putain, La face. avec super vélo. Et je sais pas pourquoi, mais ces bulles-là de travail ultra intenses qui se créent sans qu'on les décide, je trouve qu'elles sont super précieuses et c'est de là qu'il en sort les choses les plus belles en fait. J'ai pas vu le temps passer, c'était trop marrant. On a parlé pendant 1h20. C'est clair, juste d'image, enfin Ouais, c'est c'est juste de couleur d'image. Et c'était la même image, mais c'était pas les mêmes nuances, hein, c'était attention. Donc, Malo, est-ce que tu as envie de nous raconter un peu comment ça se passe, toi, la création d'un son? Quand j'ai commencé à écrire, je faisais pas mes instrus. Et du coup, c'était plus facile le rapport à la spontanéité parce que j'écoutais une instru qui me parlait, qui me mettait dans un mood. Et du coup, tout de suite, ça m'inspirait. Et des fois, je grattais un son comme ça en 1 heure, etc. Enfin, oh, la douche. et Putain, douche, puis après, je passe aux toilettes. Enfin, ça me laisse du temps, quoi. Et non, mais voilà. Et maintenant, je fais mes instrus. Et du coup, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai plus du tout cette spontanéité. Je commence toujours par mes instrus, généralement. Du coup, j'ai un mood, peut-être pour l'instru. Je me dis, je veux faire une instru un peu violente comme ça, ou alors un peu sombre. Et du coup, je fais cette instru. Mais déjà, ouais, c'est tout vas le voir temps un un peu petit. violent, un peu sombre. Et genre, l'instru, elle me prend à peu près 4 heures à faire. Donc une fois que j'ai fini l'instru, ça fait déjà 4 heures que j'ai la mélodie en boucle dans ma tête. Et du coup, pour avoir une inspiration d'écriture, c'est hyper compliqué. Mais quoi, tu parce que passes tout de j'ai suite plus à aucune l'écriture ou pas? ça m'arrive. Je sais pas trop. En fait, maintenant, j'ai pas trop de recettes. Je suis pas trop comme Riyad Satouf à m'asseoir Mais et à me j'allais- dire, là, je vais me J'allais forcer à venir faire justement à ça parce que mon copain il travaille dans la musique, du coup lui il est dans l'univers de l'EBM techno et tout, mais en fait on habite ensemble, on a une manière de travailler qui est totalement opposée. C'est-à-dire que moi, toute la journée, je suis comme ça, là, en mode putain, faut que je termine et tout. Et lui, il arrive, il allume tous ces petits trucs là. Je comprends rien, mais bon, bref. Il allume tous ces logiciels. Il fait de la magie. Il fait un son en 10 minutes et il fait genre, ok, ça sera dans mon EP. Et il fait comme ça, oui, je suis là, ok. genre, putain, les mecs, genre, c'est pas possible, ça fait 2 ans là que je travaille sur un truc. Et du coup, ça dépend des univers. Bien sûr, je parlais que pour l'illustration, mais oui, ça dépend. Ça Ouais. dépend. Ouais, il y a grave ce truc de. J'ai un peu l'impression d'être à la merci de s'il y a de l'inspi ou C'est ça. pas qui vient. Genre, et du coup, quand j'ai un peu, j'essaye de pas la lâcher. C'était hier? Bon, bref, avant-hier, peu importe. Petite Non, anecdote c'était hier. un peu triste. C'était hier, pardon. Et je rejoins une de mes amies que j'adore. Et le truc, c'est que sur le chemin, en la rejoignant, je venais de faire une instru et j'ai eu une inspi. Genre, donc j'étais content où je me disais,
ça va trop bien passer, etc. Et du coup, je commence à écrire dessus. Et puis, quand je suis en train d'écrire, là, elle m'appelle, elle me dit, ah, t'es où? Donc, et en fait, ça m'a saoulé. Genre, je décroche, et je dis, ouais, non, mais je suis là. Je dis, non, mais je suis là, mais en même temps, j'essaie de pas trop être là. Genre, oui, je suis devant, tu vas me trouver et tout, pour essayer de retarder au maximum le moment où elle arrive. Puis quand elle arrive, du coup, je dois enlever mes écouteurs et je sais que c'est fini pour ce mood-là. Et elle m'a vu, elle m'a fait, ça va et tout, t'as l'air bizarre, enfin, t'as l'air saoulé. Et genre, et en vrai, C'était un lapin. non mais et du coup je lui ai lâché un petit ça va, enfin genre en vrai ça m'avait vraiment un peu saoulé de perdre cet élan d'inspi et tout. Après je vous rassure, la soirée s'est bien passée, j'ai pas fait la gueule pendant toute la soirée hein. Mais juste au début elle m'a dit ça va, j'ai fait ouais ça va. Non mais je comprends grave ça me fait aussi, ouais. Je comprends. Ou l'autre fois j'ai fait bon ça doit, vu que tu parles d'insomnie ça doit t'arriver, mais genre j'ai fait je sais pas, à 22h, je me suis dit, allez, j'ai envie de faire une instru dans ce mood-là. J'ai fait l'instru, puis je l'ai fini vers 2h30, je crois. Et genre, en la terminant, je me suis dit, parce que j'aimais bien, donc je me suis dit, je vais la continuer, je voulais toujours la pousser plus. Et en la terminant, je me suis dit, ah, et là, je pourrais parler de ça dans les paroles. Je me suis dit, bon, il est 2h30, demain tu travailles, va te coucher. Je me mets au lit, sauf que je m'étais quand même exporté l'instru sur mon tel, et du coup, au lit, je regarde juste 2 secondes et je commence à écrire une phrase, 2 phrases. Mec, et en fait, j'ai terminé le son à 6h30, ça. j'avais tout fini, j'étais grave content, mais en même temps, j'étais en mode putain. Mais ça, c'est un truc qui m'arrive grave souvent et je pense que je vais en parler dans Insomnie aussi, mais c'est que, en fait, genre, pendant la nuit, je décide d'aller me coucher assez tôt pour le temps de m'endormir qui est d'au moins 5h30. Et genre, en fait, la nuit, ça. J'avais montré déjà dans mes stories un peu, mais j'ai un nombre d'alarmes en fait que je me mets en pleine nuit qui ne veulent rien dire et des notes qui ne veulent rien dire, d'idées. Et en fait, ma nuit, c'est juste moi qui m'endors un peu, qui me réveille, qui note des trucs, des idées de strip, de BD, de n'importe quoi. Je retourne me coucher, je remets une alarme pour le lendemain matin qu'il faut pas que j'oublie. Je remets une alarme et en fait, je fais que des allers-retours avec mon héros. Bon, je ne prends pas de drogue dure, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, c'est exactement pareil, je comprends grave. Tu te drogues au sommeil? Parce que moi, je crois voir complètement ce truc. C'est dans cette phase où je vais m'endormir, et là, quand tu te réveilles, t'as un petit côté genre, qu'est-ce qui m'arrive? T'as l'impression que toutes tes idées sont valables. Ouais, non, mais c'est ça, il y a juste des trucs débiles qui pop, genre un pain au chocolat qui sprint. T'as des putains de pépites, du coup. Oui, mais c'est justement, c'est ça. C'est trop bien. C'est que je pense que c'est comment provoquer l'inspi. Moi, je sais que c'est dans ces moments-là, genre, je sais qu'il y avait cette espèce de phase où tu enlèves toute la pudeur, le jugement, le regard des autres, les barrières. Je suis un chat qui se dans une poubelle et tu le gardes, quoi. Moi, j'ai vécu un truc trop nul parce que pour un tournage de l'ESSEC, on fait des films tout au long de l'année, il fallait qu'on fasse des bruitages. Et c'était moi qui devais m'en occuper. Sauf qu'il était genre 2h du mat, j'étais crevé, j'étais en mode, bah vas-y, je vais me coucher. Et mon cerveau, il a fait, non, continue. Donc 2 heures après, je me réveille, je fais, j'ai pas enregistré le son. J'ai fait, putain, il faut que ce soit un son d'une enceinte qui soit étouffé, donc ce soit derrière une vitre et tout. Je fais, faut que je sorte et tout. J'ai fait, flemme. J'ai pris mon enceinte, je l'ai jeté sur mon lit, j'ai mis un coussin dessus, j'ai lancé Audacity, j'ai enregistré, fait, ça passe. Genre, et ça marchait trop bien. Et genre, vraiment en pure pulsion artistique. Putain, on est tous des fous. On est tous des gros tarés. Je vous propose à ce qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle Promo Y'a quoi. C'est le moment le plus tranquille de l'émission. Je vous invite à ce qu'on parle des projets qui sont en cours, qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Et je vais commencer avec ce que j'ai sous la main. Ils se servent nos projets comme ordinateur. Je suis choquée, quoi. Vraiment. Je vous présente Comme une grande de Maëlle Réa, la personne à ma droite. Merci. Paru aux éditions Virage Graphique. Ça, c'est le nom de la collection. Attention. Alors, au nom de la collection. C'est la collection Virage Graphique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce petit bijou? Donc, Comme une grande, c'est une bande dessinée que j'ai écrite du coup à l'origine pour mon projet de fin d'études et qui a ensuite été récupérée et éditée en couleur du coup pour les éditions Payot qui ont été rachetées par Actes Sud. C'est l'histoire du coup de Marie qui, lors d'un entretien d'embauche, va se retrouver au fur et à mesure des questions du recruteur, du coup renvoyée à des souvenirs de son enfance, de ses 10 ans à ses 20 ans et qui font la personne qu'elle est aujourd'hui. Ça parle du coup de passage à l'âge adulte, ça parle de problèmes d'ego, ça parle de problèmes amoureux et ça parle surtout de peur de l'avenir en fait, parce que on est tous quand même un peu flippés quand on... Pas moi. Voilà, vous n'avez pas peur, bien sûr. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes et c'était mon cas à Carré. l'époque et c'est pour ça que j'avais écrit ça du coup il y a 2 ans. Voilà.
Ça tue. On peut Ma trouver ça toute où? première BD. On peut trouver ça dans toutes les librairies de France, toutes les bonnes librairies de France. À la Fnac aussi, chez Cultura. Voilà, on commande aussi sur Internet chez Babelio, enfin un peu partout parce que ils ont quand même balancé 5000 exemplaires dans la France. Et en moyenne, une BD, c'est 850. Du coup, c'est cool. Énervé et bravo. Du coup, voilà. Oh, l'armée, quoi. Il y a des communes grandes partout. Voilà. Donc voilà. Je sais pas, du coup la question c'était si on a... Moi, tu l'as très bien présenté, non? C'est pour avoir un petit retour sur... Voilà. Putain, mais la chance, parce que genre, moi en tant que monteur, et genre même je pense dans le métier du cinéma, il y a à aucun moment, si ce n'est quand t'as un DVD, t'as un truc qui te fait « je Super. touche ce que j'ai fait Oui, ouais, tu peux et là, il y a un montrer, truc de « ça c'est moi qui ai fait ». Donc voilà. Non, j'aime pas trop. Je comprends. Manon, un projet à mettre en avant, une news Non. En fait, concrètement, j'ai pas de gros projets en perspective ou qui se passent actuellement, puisque je poste sur TikTok quasiment tous les jours. Du coup, je m'appelle Rémystique au final, parce que depuis tout à l'heure, je parle et je l'ai pas dit. Oui, j'avoue que Mais j'allais te demander après. voilà. Hein Rémystique, comment t'écris? Rémystique comme Rémi. Et, avec un Y ou un I? Un I et un stick. Un stick. comme un stick à lèvres. Mm. Oh. Non. Pas du tout. Vous avez raté et en plus ça s'écrit pas comme un Est-ce stick que à tu pourras lèvres. faire un zoom sur nos mains qui sont pas du tout... Tu vois ça Ok, du coup, on peut parler du projet de Malo. Sinon, on peut dire, est-ce qu'on peut trouver tes prestations quelque part? Est-ce qu'on peut faire appel à Tu toi? peux me contacter sur Instagram, Rémystique aussi, où je poste les projets que j'ai faits sur d'autres personnes et sur moi-même. Et du coup, il y a en DM ou sinon il y a mon mail. J'ai juste une question, tu préfères poster du contenu sur TikTok ou sur Instagram pour tes projets Sur TikTok, c'est que moi. C'est parce que je prends pas forcément l'habitude de poster, de filmer quand je suis sur un tournage, un shoot ou quoi que ce soit. Du coup. Donc la meilleure vitrine, si on veut voir ton travail, c'est Instagram. Ok, j'irai voir alors. D'amour et d'alcool. Dernier projet de Abso, ici présent à cette table. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce projet? De comment ça se fait que je l'ai en version physique et de cette petite aventure. Donc du coup ce projet, c'est un peu comme j'ai dit, c'est un album de 14 sons que j'ai fait. Et en fait, c'est assez spécial, mais on m'a proposé, c'était une idée de ma famille, c'est une super boîte qui s'appelle Diggers Factory, je leur fais de la pub. Parce que je suis rémunéré d'ailleurs pour faire de la pub. Dis-le plus fort. Pardon, Diggers Factory. Voilà. La moula. Tu l'écris comment? Et Plus du il coup, le dit, plus ils m'ont c'est un truc un peu pour les artistes émergents, les petits artistes, voilà, comme ça, genre comme moi. Et en gros, ça permet de sortir un vinyle sur un système de crowdfunding. C'est-à-dire que moi, je fais mon album, je fais mon vinyle, je le monte, je prépare, je fais les chansons, etc. Et ensuite, j'ai 2 mois de campagne de précommande où j'essaye de convaincre tout le monde de l'acheter. Donc, achetez-le. On ira acheter. Non, c'est trop tard. Ah merde. Juste, il est là, justement. Et en gros, le truc, c'est que s'il y a assez d'achats, pour couvrir les frais de production, ils lancent les frais de production. Genre, en gros, c'était 100 vinyles qu'ils vont imprimer, et si on atteint les 85-90 ventes, ça va couvrir les frais de production, donc on va le faire. Et si ça atteint pas, tout le monde est remboursé, personne n'a perdu d'argent, et moi, je suis triste. En gros, grosso merdo. Mais tu as été heureux. Et j'ai été heureux, puisqu'ils ont tous été vendus. Absolument tous, notamment grâce à cette personne qui en a quand même pris 7, et donc ça, je te dois beaucoup. Il a quand même acheté la totalité. Non mais en fait, à la base, je me disais que j'allais pousser un maximum les personnes à en acheter, et qu'on allait atteindre genre les 60, tu vois, un truc comme ça, et que... avec mes parents, on allait acheter le reste, quoi. Et du coup, que j'allais me retrouver avec genre 30-40 vinyles chez moi. Et en fait... L'ego du mec. Et en fait, j'en ai pu en acheter qu'un, et ils ont tous été vendus. C'est génial. Donc j'étais trop J'en ai content. plus que toi. Non mais grave. Non mais c'est ça, j'étais trop content. Puis un jour, quand même, je me suis dit, attends, mais je vais en avoir un seul, en fait, des miens. Genre, je vais rien pouvoir en faire un seul. Mais je trouve ça ultra stressant, le principe de crowdfunding. Genre, c'est... Tu sais, au moment où tu démarres, tu sais pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. Ouais, trop stressant. Mais heureusement Bravo, que mes parents ont des bons amis aussi qui, de toute
toute ma famille a partagé, et a joué le jeu et tout, et même Et que tu plein fais du bon d'amis. travail aussi. Plein d'amis. Et du coup, c'est gentil. Et du coup, j'étais content que ça se fasse. Et bon, j'ai eu un coup de chance, c'est qu'ils en ont imprimé trop. Du coup, ils me les ont tous envoyés sur Entre Trop nous. bien. Finalement, j'en ai 15, donc je suis content. Non, bon. Mais Et je c'est sais qui pas le mec qui a comment imprimé et qui s'est. C'est Ouais, grave. Incroyable, le prochain, j'en veux encore. Non, mais peut-être qu'ils en font toujours en rap, je sais pas. Et du coup, non, ben, en vrai, j'étais trop content. J'ai reçu. C'est assez récent le fait de les avoir reçus. Genre, c'était il y a 3 semaines, je pense. Et genre, je les ai ouverts chez moi, genre gros carton avec 15 vinyles. Je me prenais, en plus, genre 2 semaines avant, j'avais vu Angèle qui ouvrait ses vinyles parce que son truc sortait là. Et du coup, moi, j'avais un peu l'impression de faire pareil, genre d'ouvrir avec 15 vinyles, je les ai étalés sur mon lit et tout, machin. J'ai commencé à en Et- J'ai ouvrir. pris la douche avec J'ai une question, mais du coup, toi, tu t'aimerais. Parce que là, j'imagine que tu es sur un nouveau projet vu que celui-ci vient d'être terminé. Enfin, tu as la volonté d'en sortir un nouveau. Est-ce que pour ton prochain album, tu voudras demander un label, par exemple, les envoyer à des labels, ou est-ce que toi, tu as toujours la volonté de rester ton propre maître T'aimes justement ce système de crowdfunding, ça te permet de... J'aime bien rester indépendant. En fait, déjà, je pense que pour le prochain projet, c'est peut-être un peu dommage, mais je le ressortirai pas en vinyle comme ça. Ok. Parce que c'est un peu le même principe dont j'ai parlé d'engouement tout à l'heure pour le premier clip. Là, il y a eu l'engouement, tout le monde m'a suivi sur le premier vinyle. On fait, bien sûr, ça fait 4 ans que tu fais ça, on veut acheter, bravo et tout. Si je commence à faire ça à chaque fois, il faut, bon, t'es mignon, mais moi, je vais pas mettre l'argent dans ton vinyle à chaque fois, quoi. Et du coup, je pense que je le referai pas. Ça aurait été un gros projet et tout pour moi, mais qui est abouti et c'est bien, mais ça va pas se devenir la façon dont je vais fonctionner. Je vais juste les sortir, continuer de sortir mes sons sur les plateformes, etc. Mais non, je suis Trop beau, plutôt hein. content. Bah oui, c'est une photo qu'a fait mon beau-père. J'adore. Et voilà. Et je suis assez content de l'objet. C'est vrai qu'il est joli. Mathias, un truc à promouvoir en ce moment, des prestations à proposer. Ah, moi, je fais tout. Moi, je fais du montage, je fais de la photo, je peux faire de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement son, mais je suis pas spécialisé là-dedans, mais je maîtrise mon appareil photo. En ce moment, je suis sur le tournage, enfin, je vais être sur le tournage de Ce que l'on doit à l'oubli, de Bertie et Mina. Donc, et donc, il y a Mathieu qui est sur le projet aussi. C'est 2 étudiantes sur Paris 8 qui avaient un projet de base, un peu pareil, projet d'école, et qui l'ont remis en moyen métrage. Donc là, évidemment, avec le temps du montage, tout ça, et de la diffusion de Space Studio, je pense que le projet il sera en montage. Donc donner de la force à ce petit moyen métrage qui a l'air trop cool et que moi je crois dedans. Je serai script dessus et monteur. Donc ça va être trop cool. Et voilà, je peux monter ce que vous voulez, je peux faire de la photo que vous voulez. Un meuble Ikea. Ouais, j'allais parler avec toi. Alors, une petite question, Mathias, transition de fin d'émission. Comment as-tu rencontré les personnes qui font Ce qu'on doit à l'oubli? J'ai posté une opportunité, c'est comme ça qu'on appelle. Essaye. J'ai posté une opportunité sur Social Fluid en mode bonjour, je suis monteur. Et Bertie est venu me voir sur Insta en me disant coucou, on cherche un monteur pour notre film. J'ai fait ok. Et donc c'est grâce à Social Fluid qu'on a pu se rentrer en contact entre Bertie et Mina. Trop Avec bien. l'application. Transition parfaite, du coup, pour que je conclue cette émission et que je libère Malo, qui est un homme très occupé, comme tous les gens autour de cette table. Merci d'avoir suivi cette émission. Je remercie Social Fluid de produire ce projet. Si vous voulez nous donner de la force, je vous invite à venir télécharger notre application qui est disponible sur l'Apple Store et sur le Play Store. Ça s'appelle Social Fluid. C'est une application sur laquelle vous retrouvez plein de contenus, d'articles, des interviews, des vidéos de formation, des podcasts pour explorer des sujets artistiques d'ailleurs qui ont été mixés par Malo, et aussi un système d'opportunités sur lequel vous pourrez publier des annonces, soit vous cherchez, soit vous proposez des projets, des compétences, du matériel, que ce soit gratuitement, de manière rémunérée ou négociable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous avez appris des trucs. Je profite de ce petit moment pour mettre en avant les tarots de Marseille qui sont faits par Clara Coutenceau. Je profite de ce moment pour mettre en avant les tarots de Marseille qui sont faits par une fille qui s'appelle Clara Coutenceau. C'est un jeu de cartes ultra sympa. Enfin, du coup, c'est pas un jeu, mais c'est des cartes qui sont très très cool. Donc, allez checker son taf. J'espère que vous avez passé un bon moment. Très Est-ce très que bien. vous avez une remarque pour conclure cette émission? Moi, je veux passer un SO. Vas-y, gros big up. SO à mon papy Christian qui regarde l'émission et qui a kiffé. Bisous c'est mignon. Christian. Bisous. Bisous, Christian. Ciao. Voilà. Bravo. Merci les copains. Merci. C'est trop bien.